Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer doucement en attendant que le reste des effectifs arrivent. Merci d'être là et à l'heure, en l'occurrence. Et euh, bienvenue donc, et merci également à nos invités de leur présence et de ce qu'ils vont nous apporter aujourd'hui à travers les différents échanges. Alors, euh, face aux défis que tout le monde voit tous les jours, et encore on ne voit pas tout parce que je pense que le champ médiatique, le champ médiatique est insuffisant à porter le lot de catastrophes et de malheurs divers et variés qui ont lieu à travers le monde. Donc on en a quand même de bons extraits. Et je dirais que assez naturellement, enfin, pour un certain nombre de gens, je pense, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et euh, il y a un certain nombre de femmes assez engagées, et même très engagées, sur la question des droits des femmes, de l'égalité des droits, qui se sont également, évidemment, euh, même pas posé la question, la question est posée de toute façon, mais qui ont accentué la réflexion sur et finalement, s'il y avait plus de femmes aux manettes, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait pas en l'occurrence? Donc c'est dans cet état d'esprit-là que un certain nombre de réseaux féminins dont on va parler ont commencé à soulever cette question. Quand le livre, l'ouvrage de Fabienne et de Bertrand est sorti, et nous nous sommes dit, c'est l'occasion d'échanger sur ce sujet-là avec des personnes qui ont un parcours personnel, une réflexion un peu, voire beaucoup atypique, on verra, et en tout cas, une façon de voir les choses tout à fait intéressante, et c'est comme ça que nous voilà devant vous aujourd'hui. Alors, pour pardon, oui, excusez-moi. Euh, pour vous présenter rapidement le groupe Famille Société, qui est une entité, un groupe professionnel, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, bien sûr, c'est un groupe professionnel des alumni. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal, je suis en train de m'étouffer là. Pour pas souffler. Non, c'est pour pas souffler dans le micro. Merci. Et du coup, je m'étouffe encore plus. Pardon. Je préfère être transparente comme ça. Donc, c'est un groupe professionnel des femmes des alumni Sciences Po dont la vigilance et l'observation portent sur tous les sujets du fait féminin et bien sûr particulièrement des sujets liés au management et à la politique, enfin à l'économie, etc., puisqu'on est quand même à Sciences Po. Enfin, on en sort en tout cas. Voilà. Pour vous présenter rapidement les animatrices, c'est-à-dire Béatrice et moi, avant de présenter nos intervenants, en quelques mots, on va pas pour savoir d'où on vous parle. Donc, Béatrice a une carrière dans l'assurance en tant que dirigeante et euh, côté associatif, elle a un certain nombre de casquettes, mais en particulier, elle est secrétaire générale de Parité Assurance. Parité Assurance est un réseau de dirigeants de l'assurance, comme son nom le laisse supposer, et qui est membre de TUGAP. Et on vous parlera tout à l'heure de TUGAP, vous allez en entendre parler souvent, jusqu'à ce qu'on vous donne des explications plus précises. Euh, Dans le cadre de Parité Assurance, Béatrice est en train de travailler un livre blanc sur les revenus, l'épargne, le patrimoine des femmes, qui sera présenté à la ministre à la fin du mois de juin. Voilà, en ce qui me concerne, j'ai également une carrière dans la banque aussi, et dans l'assurance et la finance. Euh, et je suis donc présidente. Alors, Béatrice est membre du bureau et moi je suis présidente, je suis membre du bureau et en l'occurrence présidente de Femmes et Sociétés. Et je suis également très engagée dans un certain nombre de réseaux. Je vais vous épargner la liste. Je vais juste faire un zoom parce que ça recoupe un peu les sujets qu'on va aborder. Je suis en particulier cofondatrice et j'ai été vice-présidente pendant quelques années d'ONIFAM France. Donc, les sujets onusiens, les sujets internationaux, j'avais un peu travaillé dessus. Alors, moins que Bertrand, évidemment, mais
Donc voilà, et je collabore. Alors, Femmes et Société est également un réseau créateur de TOGAP, et je collabore également au travail de TOGAP. Béatrice, je vais te passer la parole, ça me permettra de sortir de mon apnée du micro pour que tu présentes nos invités. Est-ce que ça marche? Oui. Oui. Alors, nous avons ce soir 3 invités. Vous avez vu ça certainement dans l'annonce. Je vous présente d'abord, on va présenter d'abord l'homme ce soir. Donc, Bertrand Badré, alors vous avez été directeur financier dans plusieurs groupes bancaires, directeur général de la Banque mondiale. Voilà, donc une belle vision internationale de nos sujets économiques et politiques. Et puis avec le fonds d'investissement impact Blue Like and Orange Sustainable Capital, donc vous avez été le fondateur et vous êtes aujourd'hui managing partner. Vous avez placé la question de l'égalité des femmes et des hommes au cœur de votre stratégie d'investissement. Très bonne idée. Fabienne. On verra avec la performance après, mais pour l'instant, c'est une bonne idée. Donc, Fabienne Alamelou-Michaille. Ah, c'est bon, c'est mieux là, comme ça, vous entendez? Ouais. Vous avez eu des fonctions de direction chez LVMH. Et puis aujourd'hui, vous avez, avec la société de conseil Lead Together, vous accompagnez les entreprises dans l'accélération des processus de féminisation de leur management, des instances dirigeantes sur une gouvernance mixte. Alors, vous avez tous les deux plein d'autres casquettes, vous avez fait plein de choses, mais on a décidé de faire simple, et donc vous êtes tous les deux, il est devant vous, mais je vous le montre quand même. Donc, ensemble, vous venez donc d'écrire ce livre, et ce qui est formidable, c'est qu'il vient de sortir, et donc c'est effectivement pour nous une actualité très importante. Et ce qui est formidable aussi, c'est que vous l'ayez écrit à 4 mains, avec des parcours aussi différents, et donc il est très très riche. Il permet non seulement de faire un état des lieux du sujet, mais aussi, et c'est là, je pense, sa force, c'est qu'il présente beaucoup de pistes de solutions et qu'il engage à l'action. Donc, parmi tous les livres qui existent, je dirais que ça, c'est vraiment une perle pour tout ça. Et merci de l'avoir écrit. Je suis sûre qu'on en parlera pendant longtemps. Alors, Nathalie Pille, j'ai oublié de dire, pardon, que Bertrand était Sciences Po. C'est important de faire ça. Je ne dirai pas l'année de promo. Elle est affichée. Et donc, elle n'a pas besoin de la dire. Alors, Nathalie Pille, vous êtes aussi Sciences Po. Ça ne veut pas dire pour ceux qui ne le sont pas. Oui, c'est bien, parce que la moyenne. Ah oui, beaucoup plus âgée. Alors, Nathalie, vous avez un parcours très différent puisque vous êtes haute fonctionnaire, vous êtes passée par une grande école que nous ne nommerons pas puisqu'elle a changé de nom récemment, mais que tout le monde aura bien sûr compris. Bien sûr, c'est l'ancien aussi, mais là, voilà. Vous avez beaucoup de casquettes, mais aujourd'hui, vous êtes là en tant que créatrice du premier réseau transverse des femmes de la fonction publique. Et vous êtes fondatrice et présidente de l'association TOGAP dont Pascal a parlé il y a 5 minutes, qui regroupe aujourd'hui à peu près 80 réseaux professionnels de femmes féminins et mixtes en France et à l'international. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il relie à la fois le secteur privé et la fonction publique, ce qui est quand même très, très innovant. Et juste avant qu'on démarre, Nathalie, est-ce qu'en 2 mots, vous pourriez peut-être nous présenter TOGAP pour que les gens voient bien de quoi il s'agit? Oui, et je rends à Césarine ce qui est à Césarine. Je n'ai pas créé l'administration moderne, je suis président de l'administration moderne qui a 25 ans et qui a été créée par Agnès Arcier, que certains d'entre vous connaissent bien. TOGAP, c'est un collectif de réseaux, Gender and Governance Action Platform. C'est un collectif de réseaux féminins et mixtes du secteur public et du secteur privé. Ce sont des réseaux professionnels, c'est-à-dire que ces réseaux-là sont constitués de femmes qui sont en situation professionnelle dans leurs administrations, dans les entreprises ou dans des activités libérales, avocates, etc. Et ces réseaux se sont rassemblés il y a 4 ans maintenant, ont décidé de créer ce collectif qui est mondial, parce que nous sommes évidemment dans un alignement des planètes sur l'égalité professionnelle, puisqu'on a
deux grandes causes de deux quinquennats sur l'égalité femmes-hommes, ce qui est tout à fait nouveau dans le paysage, avec un certain nombre de lois sur l'égalité professionnelle. Mais on en reparlera tout à l'heure. L'angle mort, c'est le partage de la décision, la place des femmes dans la décision. Et c'est la raison pour laquelle on a spécifiquement créé ce collectif et on a été, je vous le dirai tout à l'heure, victime de notre succès, puisque nous étions 37 au départ et très rapidement on se retrouve à 80, 85. On a 500 000 membres aujourd'hui en France, 1,5 million dans le monde. Et voilà, donc on essaie de ne pas être victime de notre succès, on peut s'organiser. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Merci. Merci. Le plan de... Non, ça ne marche pas. Est-ce que ça ne marche pas? Alors, au cours de cette table ronde, en fait, dans un premier temps, nous allons dresser un état des lieux de ce sujet du partage du pouvoir et nos invités réagiront sur un certain nombre des points sur le fait d'identifier quels sont les principaux enjeux et leviers d'action pour eux. Dans une deuxième approche, dans une deuxième partie, nous évoquerons le quoi et le comment faire, le sujet est vaste également, de façon à faire émerger des pistes qui permettront d'avancer vers un véritable partage de ce fameux pouvoir. Alors, concernant l'état des lieux, ça va être un moment un peu pénible parce que dans le sens où je vais vous donner beaucoup de chiffres, enfin un certain nombre de chiffres, parce que c'est inévitable, puisque pour qu'un sujet existe, il faut qu'il soit identifié, il faut qu'il soit mesuré de façon à donc à l'identifier et avoir un levier d'action et d'observation. Pénible aussi parce que tout ce qu'il y a derrière ces chiffres correspondent effectivement à des réalités qui ne sont pas faciles, qui sont même très difficiles. Alors, sur la non-répartition du pouvoir, premier point de... Pardon, je vais vérifier quand même. Sur la non-répartition du pouvoir, les chiffres du pouvoir politique d'abord. Les chiffres que je vais vous donner proviennent de statistiques d'ONU Femmes, de la Banque mondiale, d'un certain nombre d'études assez marquantes. Au niveau du pouvoir politique exécutif, au niveau mondial, vous avez 11,3% de femmes chefs d'État, 9,8% de femmes chefs de gouvernement et 22,8% de femmes ministres qui s'avèrent être concentrées sur des domaines qui sont liés à l'égalité des sexes, aux droits humains et aux affaires sociales. Sachant que tout ce qui est évidemment défense, énergie, on a 12% de femmes, les transports, on en a 8%, donc déjà là, on voit un décalage. Au rythme actuel, sur ce pouvoir exécutif, il faudrait 130 ans, donc ça nous amènerait à 2154 pour avoir une parité sur les décisions politiques au plus haut niveau. Côté législatif, alors on est un peu meilleur sur les perspectives de parité, c'est 2063, puisque nous avons aujourd'hui 26,5% de femmes dans tous les parlements à travers le monde. Au niveau du local, au niveau du pouvoir local, il y a 35,5% de femmes qui sont parmi les élus dans les organes de délibération. En contrepoint de ces statistiques, il y a un certain nombre de travaux de recherche, et en particulier les travaux menés par Esther Duflo, qui ont montré que la présence de femmes dans les processus décisionnaires politiques améliore ces processus et que le leadership des femmes dépasse souvent les clivages politiques sur des points précis, concrets. Ces femmes mettent souvent en place des coalitions transpartisanes pour régler des problèmes.
par exemple, des problèmes de violence, en l'occurrence, des politiques sociales ciblées sur les enfants, sur les personnes âgées, évidemment sur l'égalité des sexes. Donc peut-être a-t-on là une première piste face à la fois à la crise climatique et à la montée des périls guerriers. Du côté du pouvoir économique, là aussi, quelques chiffres. On a 5% de femmes à la tête des entreprises à travers le monde. Alors que de nombreuses études, notamment de la Banque mondiale, démontrent qu'il y a une plus grande efficacité et une meilleure performance économique d'une façon générale, mais aussi une meilleure prise en compte de tout ce qui est responsabilité sociale dans les entreprises qui sont plus féminisées. Côté conseil d'administration, qui est également un levier d'action dont on parle souvent, en particulier en France et en Europe, la dernière étude mondiale de Deloitte sur les conseils d'administration a montré qu'on approchait environ de 20% de femmes à travers le monde, là encore, hein, dans les conseils d'administration, sachant qu'elles ne sont que 7% des présidents de conseil. Et là, au rythme actuel, la parité sera atteinte en 2045. On se rapproche. Alors, sur les conseils d'administration, quand je disais qu'on en entend parler régulièrement, en l'occurrence, l'Europe a un rôle moteur avec l'instauration de quotas qui s'est accentué avec le Women on Board, pardon, la directive qui a mis en place qui veut la mise en place de quotas de femmes dans les conseils d'administration, directive de 2022, avec un objectif de 40% de postes d'administrateurs non exécutifs, comment dire, occupés par le genre sous-représenté, donc à horizon 2026. Voilà. En face de ces données, donc le pouvoir politique, le pouvoir économique, en face de cela, la globalité des femmes à travers le monde est très loin des marches du pouvoir. Pourquoi? Vous avez, en l'occurrence, 70% des pauvres dans le monde sont des femmes. Les femmes accomplissent 66% du travail mondial, produisent 50% de la nourriture et ne perçoivent que 10% des revenus, sachant qu'elles ne possèdent qu'un pour cent, donc la propriété que de 1% des moyens de production. Voilà, donc elles doivent faire... donc, typiquement, les postes de directeurs généraux, d'administratrices, c'est pas leur problème, quoi. C'est vraiment pas à leur portée, évidemment. Ces femmes doivent faire face, en l'occurrence, à des freins considérables face à leur autonomisation économique et politique. Vous avez une importance énorme du travail non rémunéré. Elles réalisent, c'est vrai, y compris chez nous, je dirais, mais d'une façon générale, au niveau mondial, les femmes réalisent 2,5 fois plus de tâches domestiques, des tâches de soins que les hommes. Il y a un autre élément très important comment dire, leur existence sociale, en fait, c'est l'importance du travail informel. Et ce travail informel, eh bien, il fragilise les revenus et puis justement, il agit sur leur non-statut social, en fait. À côté de ces éléments, je dirais, de travail, vous avez également d'importants obstacles juridiques qui subsistent. Vous avez seulement 67 pays sur les 196 de l'ONU. Vous avez seulement 67 pays qui ont une législation contre les discriminations sexistes à l'embauche. Et vous avez encore 18 pays dans lesquels les hommes ont le droit d'interdire à leurs femmes de travailler. 18 pays quand même. Hein. Vous avez également, j'ai fait allusion avec le 1% de la propriété des moyens de production, une discrimination énorme en matière de droits patrimoniaux.
les femmes, dans beaucoup de pays, les femmes ne touchent pas d'héritage, n'ont pas le droit d'avoir une part d'héritage, n'ont pas le droit de droits patrimoniaux. Sans parler de la huitaine, bonjour Stéphane, sans parler de la huitaine de pays où les femmes n'ont quasiment aucun droit, avec le chef de file qu'on identifie tout de suite, c'est l'Afghanistan. Mais vous en avez également dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Et tout cela, eh bien, je dirais, face à un fort accroissement du nombre des conflits armés, pour prendre ce cas précis, sachant que en matière de conflits armés, les femmes et les filles sont évidemment particulièrement vulnérables. On en entend là aussi, hélas, parler régulièrement, là encore en deçà de la réalité du terrain. En 2022, il y avait, sachant que le chiffre a dû un peu exploser encore depuis, il y avait en 2022 614 millions de femmes et de filles qui vivaient dans des zones de conflit, enfin des zones touchées par les conflits, ce qui était déjà une progression de 50% par rapport à 2017. Et donc les conséquences de ces femmes prises dans la tourmente des conflits armés, c'est une grande pauvreté, une encore plus grande pauvreté, bien sûr, une immense vulnérabilité avec une forte insécurité alimentaire, un risque élevé de violence de tous ordres. Peu n'ont plus d'éducation, ni de travail, bien sûr. Ce qui amène, en fait, un niveau de développement très faible, un sujet qui concerne aussi les hommes, puisque pour, je dirais, cicatriser, entre guillemets, ces situations de post-conflit armé, avec toute cette cascade épouvantable, eh bien, on a un niveau de développement très faible qui impacte plusieurs générations. Et donc, à partir du moment où on a plusieurs générations, c'est donc un problème d'hommes et de femmes. Voilà. Alors, même constat, je n'entrerai pas dans le détail, c'est un sujet gigantesque également, même constat, même mécanique de vulnérabilité face à l'accroissement des catastrophes naturelles, évidemment. En cas de catastrophe naturelle, les femmes sont les plus impactées par les catastrophes naturelles, les femmes et les enfants qui les accompagnent. Voilà. Oui, j'avais également un autre élément, je reviens un peu sur les conflits armés, c'est que, en l'occurrence, dans le règlement des conflits armés, dans les situations dites de post-conflit armé, les femmes ne sont présentes qu'à hauteur de 10% autour des tables de négociation. Ça veut dire que vous avez des hommes qui parfois sont eux-mêmes à l'origine du conflit, qui vont décider du sort des femmes qui sont victimes de ces conflits. Voilà, et donc ça, c'est un axe extrêmement important qui a été souligné, sur lequel l'ONU travaille depuis très longtemps, à savoir tout ce qui concerne ce qu'on appelle femmes, paix et sécurité. Depuis plus de 20 ans, vous avez un certain nombre de résolutions à travers lesquelles l'ONU et donc les États membres ont souligné l'importance d'associer des femmes au traitement post-conflit armé. Voilà. Donc, une montagne, je vous avais prévenu, hein, une montagne. Alors, face à cette montagne, que faire, puisque face à tant de catastrophes, que faire? Quelle prise trouver peut-être pour gravir la montagne? C'est un peu ce qu'on va voir, c'est un peu beaucoup même ce qu'on va voir ensemble voilà, pour trouver des pistes et pour voir comment avancer sur tout ça. Alors, je ne vous ai pas précisé, mais vous avez évidemment deviné, je n'ai pris que des chiffres globaux mondiaux, puisque en l'occurrence, les chiffres d'économie plus avancés ne sont pas les mêmes, et la catastrophe, elle est bien répartie au niveau du global. Donc voilà, on a évidemment des chiffres complètement différents, voire non significatifs sur ces sujets-là, chez nous, en Europe, etc.
Alors, une fois que j'ai fait cet état des lieux, je vais poser la question à nos invités. Quand on parle de pouvoir, pour chacun d'entre vous, de quoi parle-t-on en fait? Une fois on a brossé tout ça, quelle marche, quelle prise d'escalade en quelque sorte, vous pouvez, pour vous, on peut déterminer à travers cette définition du pouvoir, et puis quels objectifs ciblés pour commencer une, une ascension pour faire face à cette montagne. Nathalie, peut-être? Merci de me donner. Peut-être que je pense que ça fonctionne. Oui, je pense aussi. Bien, pour répondre à ta question, cher Pascal, merci pour l'invitation et merci pour ce retour aux sources, même si elles sont très lointaines. Pour répondre à ta question sur qu'est-ce que le pouvoir, alors il y a une série de définitions sur le pouvoir, mais si j'essaie de centrer, d'avoir un angle qui est l'angle qui est le nôtre hein, au sein de notre association qui travaille sur le partage de la décision entre les femmes et les hommes. Qu'est-ce que le pouvoir? Je dirais que le pouvoir, c'est la capacité à décider, ce sont les moyens que l'on a pour décider, puis pour agir en vertu d'un objectif. Et il me semble que c'est l'objectif, la finalité du pouvoir qui définit un peu le pouvoir. Est-ce que ce pouvoir, il est pour soi ou est-ce qu'il est pour le collectif? Est-ce qu'il est pour soi, pour le clan, pour ceux qui nous ressemblent, pour ceux qu'on protège? Est-ce qu'il est vertical? Est-ce qu'il a des articulations liées à la domination, à l'installation par la force? D'où tire-t-il sa légitimité? Et est-ce que la légitimité, donc dans ce cas-là, c'est plutôt l'accaparation, le fait de s'accaparer le pouvoir de façon en général assez violente. Donc on est sur quelque chose d'assez vertical et qu'on voit assez largement à travers le monde, que ce soit pouvoir politique, économique, tout type de pouvoir. Ou alors est-ce que la finalité, c'est une finalité d'intérêt commun, de bien commun, d'intérêt général? Et on est là sur complètement un autre registre, donc c'est le pouvoir à l'horizontale, c'est-à-dire une vision plus horizontale des choses, qui est donc non pas de dominer, mais de servir. Je le dis très bien dans votre livre absolument passionnant que j'ai annoté page à page, c'est bien vraiment la notion du ministérium. Donc le ministérium, le terme originel latin, c'est vraiment servir, servir la collectivité, le bien commun. D'ailleurs, maintenant, l'association des anciens de l'ENA et des INSP s'appelle Servir. Donc, c'est bien ça qu'on ressent d'ailleurs quand on est aux fonctionnaires. On est bien là pour le service de l'intérêt général. Et alors, on est complètement sur autre chose. Et là aussi, on met en place un certain nombre de moyens de processus de décision qui sont complètement différents, puisque la légitimité, elle est tirée d'un collectif, elle est tirée de la société, elle est tirée d'un peuple qui a la capacité à décider. Et donc, on est vraiment sur des types de pouvoirs qui sont structurellement différents. Et donc, pour caricaturer un peu, je dirais qu'il y a un pouvoir vertical et dans l'articulation de la domination et un pouvoir beaucoup plus horizontal. Mais pour finir, pour ne pas être trop long sur cette approche de la définition du pouvoir, je dirais qu'il faut faire attention au faux bien commun. Aux faux intérêts généraux, parce que encore jusqu'à une époque très récente en France, l'intérêt général était fondé sur un corps électoral qui était quasiment minoritaire en France. Et on n'en avait pas conscience. Moi, je me souviens quand j'étais dans des salles un peu comme ça, que j'étais au jury de l'ENA il y a un certain nombre d'années, que je posais la question depuis quand, quelle est la date du suffrage universel en France? Très, très souvent, j'avais comme réponse 1848. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un problème de perception. Parce que la réalité, c'est quand même 1944, le suffrage universel en France.
Mais ça, c'est pas encore rentré dans toutes les écoles, les classes, les esprits des professeurs et malheureusement des étudiants derrière. Voilà, donc le faux intérêt général, eh bien, c'est l'intérêt général qui est fondé sur la moitié de la population. Donc il faut vraiment avoir bien en tête que c'est l'ensemble de la population qui est concernée quand on est au service public. Bertrand. Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur la définition du pouvoir. Pour moi, pour nous, c'était important que le mot pouvoir figure sur la couverture. Parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, on peut raconter l'égalité, etc. À un moment donné, c'est bien ça dont il s'agit, dans les deux dimensions, verticale et horizontale. Donc c'était important. Et le point important sur lequel on s'est mis d'accord au début, parce que c'est vraiment Fabienne qui a eu l'idée de ce livre, je lui rends évidemment cet hommage. Quand elle m'a demandé si je souhaitais qu'on travaille ensemble, je lui ai dit, moi, je veux faire un livre ensemble, je veux faire un livre sur le partage. Je ne veux pas faire un livre où après la domination masculine, on passe à la domination féminine, puis après on rechange les cartes, on repasse à masculine. Enfin, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce qu'on est capable de travailler ensemble. Et ça, c'est une prise de conscience assez régulière et ancienne qui s'est cristallisée assez largement dans mes responsabilités à Washington. Au sens où on fait face à des défis considérables. Ce n'est pas le lieu de les prendre à part aujourd'hui, mais que ce soit la question de la géopolitique, les conflits, tu l'as rappelé Pascal, c'est juste effrayant, le nombre de personnes en zone de conflit, le nombre de personnes réfugiées. Enfin, on ne fait plus attention, mais ça augmente de 20% par an depuis 10 ans. Le changement climatique, la biodiversité, tous ces sujets nous assaillent. Et la question, c'est qu'on voit bien qu'on n'y arrive juste pas. Et donc la question, c'est est-ce qu'on a mobilisé de manière intelligente les capacités de notre planète à faire face à ces défis ou pas? Ou est-ce qu'il faut effectivement aller chercher les capacités de prendre des décisions, de réfléchir un peu partout? Et moi, j'ai été très, très frappé dans mes déplacements à la Banque mondiale, notamment en Afrique, où j'ai eu des discussions absolument extraordinaires. Je me souviens notamment une discussion que j'avais demandée, c'était le 8 mars 2014, la journée du droit des femmes au Sénégal. Et on a eu un débat extraordinaire. Il y avait d'ailleurs des femmes chefs d'entreprise, dans le gouvernement, etc. Et je me souviens, c'était d'ailleurs étonnant d'intériorité. C'est qu'elle disait, ben voilà, on est dans un pays où les hommes sont là et nous, on est là. Et en fait, les hommes continuent à monter, nous, il faut qu'on monte plus vite. Mais en gros, j'ai dit, mais attendez, mais arrêtez d'intérioriser ça, il faut que vous montiez là. Et on avait fait un grand jeu avec nos mains toute la soirée. Non, mais on va décider ensemble. C'est pas une main devant l'autre. Et donc pour moi, cette question du pouvoir ou du service, elle est essentielle. Si on ne la tranche pas, si on n'est pas capable de mobiliser ensemble la diversité dans le pouvoir aujourd'hui, on va dans le mur. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Enfin, les chiffres que tu citais, Pascal, sont éloquents. Et on va continuer la liste de manière indéfinie. Alors, je le dis d'autant plus que je suis typiquement l'homme blanc de 50 ans. Donc, je suis dans la minorité un peu en charge. Mais pour moi, c'est pas tenable. Et chaque fois, dans des questions compliquées que je peux avoir de l'université homme-femme et au-delà, se sent mieux. On trouve des idées, on fait des choses. Donc, il y a dans le pouvoir et dans l'application. Enfin, la décision et l'application. Ce n'est pas juste le pouvoir au sens instructif, c'est le pouvoir au sens je fais, je suis responsable. Et pour moi, c'est pour ça que c'était très important, plus que des hommes et des femmes, c'est vraiment le pouvoir en partage. Si on n'est pas capable de manière authentique, hein, pas cosmétique, de partager le pouvoir, je pense qu'on a collectivement un énorme problème. Déjà un gros problème, mais là, le problème, il n'est pas gros, il est énorme. Alors moi, je voudrais juste rajouter quelque chose sur cette question du pouvoir. C'est un mot, c'est un peu un gros mot. Alors, je le dis, vous êtes des femmes en majorité. Merci, messieurs, d'être là ce soir. C'est quelque part un mot qui ne va pas trop au féminin. J'ai fait, on l'a pas cité, mais j'ai fait aussi des études de philosophie et théologie. Et quand on est sur les champs religieux, on a tendance à dire le service, c'est les femmes et le pouvoir, c'est les hommes. Il reste un peu quelque chose dans les entreprises de ça. Un homme ambitieux, c'est bien. Une femme ambitieuse, oula, c'est un peu suspicieux. Et donc, il y a quelque chose d'assez stéréotypé dans ces termes. Et c'était bien parce que finalement, c'est Bertrand qui a donné cette idée et de mettre un peu les pieds dans le plat, de dire le pouvoir,
osons le mot. Puisqu'en fait, on parlait de ministerium et de service, c'est vrai que c'est l'étymologie en latin, service, mais il y a toujours quelque part cette idée encore qui reste d'une forme de segmentation pour les femmes le service et pour les hommes le pouvoir. Et donc, merci Bertrand d'avoir voulu insister sur ce terme de pouvoir, parce qu'en fait, osons l'assumer, les femmes, osons être ambitieuses sans en avoir peur pour voilà, prendre le pouvoir, non pas pour soi, mais au service de ce fameux bien commun. Alors, j'ajouterais d'ailleurs que c'est parce que vous avez utilisé ce mot pouvoir dans le titre de votre livre et dans toute sa démonstration, que ça a percuté en quelque sorte, puisque tous les réseaux féminins que nous représentons, comme je le disais tout à l'heure, j'ai participé à la création d'un certain nombre de réseaux. Le mot pouvoir était tabou pour ne pas effrayer les forces en présence, je dirais. Parce que, et du coup, on contourne par le partage de la décision, on parle de l'égalité des droits, mais jamais, jamais on utilise le mot pouvoir. Et là, il y a un tournant, en fait. Le fait que vous ayez utilisé le mot pouvoir, je pense que ça débloque ce stéréotype, en fait. Voilà ce que je voulais ajouter. Béatrice, je vais te passer le relais et le micro. Merci. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Donc, ce que l'on voulait faire dans cette deuxième partie, c'était de regarder les pistes, puisqu'on est là pour sortir avec, je dirais, presque une feuille de route avec plein de points positifs à mettre en place dès demain. Et donc, concrètement, quoi et comment faire? Vous avez évoqué énormément de pistes passionnantes dans le livre. Il y en a certainement d'autres. On a listé pour ce soir, puisque le temps est compté, donc la lutte contre les stéréotypes, qui est quand même la base. Tous les outils qu'on pourra mettre en place dans les entreprises ou chez les employeurs pour créer une sorte de compétition vertueuse. On en a parlé hier et Bertrand a insisté là-dessus. Il faut absolument qu'on parle du rôle des hommes dans le sujet. Voilà, et on voulait avoir une vision internationale parce que c'est toujours bien d'aller voir les exemples de nos voisins ou de nos voisins plus éloignés. Et si on a le temps, on fera un petit zoom sur la tech, mais c'est pas tout à fait évident. Alors, ce que je vous propose, c'est sur chacun de ces sujets, je vais vous demander d'intervenir. Donc, on va commencer par la lutte contre les stéréotypes. Donc, le but du jeu, c'est évidemment de construire la diversité et la coopération. Et il y a notamment deux sujets qui permettent d'essayer de mettre à bas ces stéréotypes, qui sont l'éducation et le rôle des médias. Et donc, je vous propose, alors peut-être dans l'ordre du micro, Nathalie. Merci. Est-ce qu'avant d'aborder le stéréotype, je peux dire un mot du propos précédent sur le pouvoir et sur peut-être aussi le stéréotype qu'on a face au mot pouvoir et pourquoi, effectivement, ce que vous dites est très juste. Je suis vraiment désolée de cette parenthèse, est très juste. Cette inhibition qu'on a face au mot est probablement, mais peut-être qu'on en reviendra dans la discussion, probablement parce que ça renvoie à des codes sur du pouvoir qui ne sont pas des codes auxquels une partie de la population, et on va dire la population de femmes et de filles qui ont été construites d'une certaine façon, ne se retrouvent pas dans ce type de code. Et donc, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le vertical et l'horizontal, on a peut-être du mal à qualifier aujourd'hui de pouvoir ce qui peut être horizontal. Et on ne voit que le vertical. Il y a sûrement derrière justement ce type d'approche stéréotypée dans la définition du pouvoir. Donc, désolée d'avoir cette petite incidence. Pour les stéréotypes qui sont évidemment les fondements en fait de notre vision du monde, à la fois dans la construction, dans l'éducation, et puis ensuite véhiculés par un certain nombre de supports, dont les médias. Moi, il me semble que l'éducation, c'est une éducation à tous les âges. Les filles et les garçons aujourd'hui ne sont pas construits
par les familles, par la société, par leur environnement amical, ne sont pas construits de la même façon, c'est-à-dire qu'on ne leur envoie pas les mêmes signaux. L'assignation genrée est quelque chose qui est extrêmement puissant encore aujourd'hui, ce qui fait que les garçons et les filles, puis les femmes et les hommes, n'ont pas les mêmes compétences psychosociales. Et donc, d'une façon, ce n'est pas du tout inné que les femmes globalement se comportent d'une certaine façon et les hommes d'une autre façon. C'est quelque chose qui est complètement construit, lié à ces assignations. Et on le voit bien dans un certain nombre de comportements. Par exemple, l'appétence qu'ont globalement les jeunes garçons de l'adolescence jusqu'à 30 ans dans la construction de leur masculinité. À quoi ils font, quels sont leurs référents, quels sont les repères qu'ils ont pour construire cette masculinité qui est en fait en général très favorisée par la compétition, le fait de transgresser, d'aller frôler la règle, de transgresser, de se mettre en danger, etc. Et je ne sais pas si vous avez vu dans le métro ces jours-ci une publicité tout à fait intéressante qui, moi qui suis au ministère de l'Intérieur, m'intéresse encore plus, sur la conduite automobile. Et il y a une association qui est en train de placarder un peu partout. Si vous voulez rester en vie, conduisez comme une femme. Eh bien, en fait, la délégation interministérielle à la sécurité routière, il y a 2 ans, a produit justement une campagne de communication sur si vous voulez rester en vie, eh bien, sortez des stéréotypes que la société vous a assignés. Et donc, tout ça, c'est l'éducation. Quelques chiffres, justement, sur la sécurité routière. 85% des auteurs d'accidents mortels sur la route sont des hommes. 85% des morts sur la route sont des hommes. C'est-à-dire que les hommes se tuent eux-mêmes. Et ils se tuent eux-mêmes parce qu'ils ont été acculturés à un certain type de comportement. Et quand on étudie tout ça sur l'acquisition des compétences psychosociales des filles et des garçons, on s'aperçoit d'une chose, c'est que si on éduquait les garçons comme on éduque les filles, eh bien, on aurait un niveau de violence, par exemple, dans la société qui serait beaucoup moindre. Je vous renvoie à cela, je vous renvoie à une étude qui est tout à fait passionnante d'une chercheuse qui s'appelle Lucille Pétalin et qui a écrit récemment, il y a 2-3 ans, Le coût de la virilité, qui a pris l'ensemble des statistiques du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, du ministère des Armées et du ministère de la Santé, je crois, et qui, après avoir neutralisé tous les biais statistiques, en voyant qu'il y a 95% de la population carcérale qui est faite ce sont des hommes, etc., 95% des hommes ne sont pas non plus des criminels. Donc, effectivement, tout ça, donc il y a des biais et un certain nombre de choses à prendre en compte. Donc, en ayant complètement débiaisé les statistiques, elle arrive à un coût de l'acculturation des garçons à un certain type de comportement dans la vie, un coût pour la société de 95 milliards d'euros par an. Alors, c'est très intéressant quand on travaille sur des stratégies nationales comme la prévention de la délinquance, comme la prévention des conduites à risque. Si on ne travaille pas d'emblée sur ce sujet de la construction de stéréotypes genrés dans les comportements des enfants, garçons, filles, puis hommes, puis femmes, on passe totalement à côté du sujet. Voilà ce que je voulais dire. Je vais peut-être continuer. On alterne. Pardon. En fait, les stéréotypes, et je vais reprendre des statistiques du Women's Forum, c'est le frein numéro 1 pour l'accession des femmes aux fonctions de pouvoir. C'est important de le savoir parce que c'est ce qui limite l'accession des femmes à ce fameux pouvoir. Ce livre est excellent d'ailleurs, celui de Lucille Pétalin, il se lit vraiment très très rapidement et donne beaucoup d'informations. Et c'est vrai que cette construction de la virilité, cette construction en fait de ces archétypes du masculin sont en fait destructeurs essentiellement pour les hommes mais également pour les femmes. Donc le résoudre ou quelque part toucher à cette question des stéréotypes, c'est en partie commencer à résoudre la question de l'accession des femmes au pouvoir. Il y a quelque chose qui est très intéressant sur les stéréotypes, c'est qu'en fait, les stéréotypes genrés commencent dès la naissance du bébé. On ne traite pas de la même manière une petite fille d'un petit garçon.
Il y a pas mal d'études qui ont été faites sur ce point-là. Quand on prend un petit garçon, les parents prennent un petit garçon, ils vont davantage s'amuser avec lui, ils vont jouer, ils vont chahuter, même sur un nourrisson. Sur une petite fille, on va plus la cajoler, on va la caresser. Ce sont des processus qui sont complètement inconscients. Et alors, on a mené quelques expériences avec Live Together, dans les entreprises notamment, où en fait, on propose aux personnes de se mettre dans 2 pièces, 2 salles, avec une vidéo. La première vidéo, c'est la vidéo d'un petit garçon, Gaspard, et l'autre partie du groupe va dans une autre salle, 18 mois, avec une petite Clémence. Les mêmes jouets, il y a le garçon, il y a la fille. Sauf que c'est le même bébé. Et ça ne manque pas. Donc, on demande aux personnes de qualifier le comportement de Gaspard et de Clémence, qui sont en fait les mêmes enfants avec les mêmes jouets. Eh bien, déjà là, euh, on va faire ressortir des caractéristiques sur le comportement de Gaspard. Gaspard est aventurier, Gaspard prend des risques, il est parfois un peu maladroit, il peut se mettre en colère. Alors que Clémence, elle est concentrée, elle est appliquée, elle est attentive au regard de sa maman. Et je vous assure, c'est vraiment très intéressant d'assister à ça parce que on se rend compte qu'en fait, on est tous agis par des stéréotypes. C'est pas grave et c'est important de le savoir. Donc, on a conscience très vite, très tôt, que ces stéréotypes nous agissent tous. Parce qu'en fait, le stéréotype, c'est un mode, on va dire, de fonctionnement de la pensée qui permet de catégoriser, de mieux comprendre le système global dans lequel on vit. Et ça a été bien développé par Daniel Kahneman, qui a été prix Nobel sur ce sujet. Je ne sais pas si vous avez lu Système 1, Système 2, les 2 systèmes de la pensée. Et le stéréotype, c'est le système 1, c'est pour aller très vite, c'est pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Donc, c'est vraiment la question du stéréotype. Après, je laisse Bertrand en parler, mais la question, c'est pas la question du matriarcat, mais le stéréotype, c'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré dans notre culture, qui nous agit tous et qui commence très tôt. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est qu'effectivement, c'est dans notre culture et dans beaucoup de cultures, d'ailleurs. C'est pas propre, c'est ce système 1, système 2, ou think slow, think fast de Kahneman, on le voit dans toutes les civilisations. C'est pas un sujet occidental en tant que tel. Je rajouterais sur le point que tu soulevais tout à l'heure, il y a effectivement une question d'éducation dès la naissance. On parlait des médias et en réalité, moi je voulais qu'on parle de la tech maintenant parce qu'il y a un gros risque qu'on vit aujourd'hui, c'est que la tech entre ces stéréotypes dans les systèmes. Et on voit bien, enfin, c'est l'étude qui est sortie au début de l'année du Haut Conseil à l'égalité, qui montre qu'en fait, il y a une régression qui est en partie portée par la tech, à la fois de l'image de la femme qui est véhiculée dans tous les réseaux sociaux jusqu'à la pornographie, enfin, vraiment sur l'ensemble du spectre, comme dans potentiellement, parce que la tech est effectivement biaisée dans ses recrutements et ses décisions, dans les algorithmes, comme dans les moteurs d'intelligence artificielle, etc. Et donc, on est face à un moment où c'est plus seulement les médias et les médias au sens traditionnel, télévision, presse écrite, etc., qui participent de ces stéréotypes. Et ça, on connaît, c'est bien connu, identifié. C'est qu'on rentre à un système qui change d'échelle et qui va s'ancrer. Et ce qui est très déstabilisant dans l'étude de l'année du Haut Conseil pour l'égalité, c'est la régression. C'est qu'effectivement, chez les plus jeunes, on retrouve, alors qu'il y avait plutôt eu un progrès, en fait, ce dont on parle, il s'est quand même passé des choses. Quand on a lancé officiellement le livre, on a des gens avec qui on a travaillé, il y a Françoise Malrieux, certains d'entre vous connaissent peut-être, qui nous rappelait que quand elle était diplômée d'HECJF, elle n'avait pas le droit d'avoir de carte de chèque, etc. Enfin, voilà, donc on n'est quand même plus là. Il s'est quand même passé beaucoup de choses. Mais là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus invisible, qui est cette espèce de répétition systématique, ancrée dans les systèmes, validée par les systèmes, d'images dont on ne sortira pas. Je veux dire, y compris, on peut tirer sur la sécurité routière. Je ne sais pas qui va, pour les futures voitures autonomes, est-ce qu'elles vont conduire entre guillemets comme des femmes ou comme des hommes? Mais c'est des questions à la fois complètement absurdes et très réelles. Et on le voit bien sur toute une série de sujets. On est en fait face à une boîte noire avec des risques extraordinairement importants. Et pour moi, il y a un risque de régression, un risque d'enracinement. Et il ne faut pas qu'on se loupe sur cette étape.
Je suis très heureuse que tu parles de ça parce que je suis co-rédactrice de ce rapport, justement. Et donc, je vois que le rapport est lu et bien intégré. Mais effectivement, je pense que ça, c'est un des grands dangers aujourd'hui. C'est exactement ce que tu dis, c'est vraiment la répétition, l'enracinement et l'effet de cliquet, c'est-à-dire l'effet de cliquet qui se démultiplie. Et là, on est face à quelque chose qui est en train de nous échapper, en réalité. Et les moyens qu'on a sont aujourd'hui relativement dérisoires face à cette vague considérable devant laquelle nous sommes. Et je pense qu'il faut une prise de conscience majeure, immédiate, collective, avec des acteurs très différents, mais très déterminés pour justement essayer de contrecarrer le monde qui nous est promis avec ce type de déséquilibres fondamentaux et auto-entretenus et qui enferme l'ensemble de la population finalement et qui ne va pas pouvoir, qui va s'enfermer elle-même. Donc c'est extrêmement dangereux, effectivement. C'était très intéressant, et là je rebondis encore là-dessus parce que c'est un peu mon cheval de bataille, c'est les réseaux sociaux et l'image qui est véhiculée de la femme, parce que le HCE a fait de très très bons rapports là-dessus, je vous invite vraiment à les lire, mais c'est assez effrayant. Alors il y a aussi un rapport sur les contenus les plus vus aujourd'hui, donc bien sûr des contenus sur les réseaux sociaux, c'est des contenus YouTube et c'est des contenus, des clips musicaux. J'habite Marseille. Et, enfin, entre Marseille et Paris, et je peux vous dire, moi j'étais un peu, enfin je voudrais pas arrêter la polémique, mais sur Jul, mais franchement, quand on lit les paroles de chansons, c'est pas possible. 17 fois ici, voilà, c'est juste pas possible. Comment on peut laisser faire ça? Pour moi, c'est quelque chose de... Et donc, ces clips vidéo, particulièrement, alors, c'est pas, ça tient pas au style musical, il y a du bon rap et pas de problème, mais franchement, parfois, les paroles qui sortent de ces chansons, et puis la manière, enfin, l'image de la femme qui en ressort, elle est lascive, elle est passive, limite, elle aime être frappée. Et alors, par contre, l'image de l'homme, elle est très valorisée. C'est un homme qui est conquérant, c'est un homme qui a du pouvoir, qui a de l'ambition. Et donc, je pense que c'est vraiment un sujet essentiel. Et d'ailleurs, Agnès Pannier-Runacher et puis Elisabeth Moreno, quand elle était ministre, ont vraiment, dans leurs livres, Femmes et ministres, insistent beaucoup sur l'importance de ce sujet et puis aussi l'importance de la pornographie, parce qu'aujourd'hui, les nouvelles générations sont quand même exposées très fortement à la pornographie, qui renvoie encore une fois des images, parce que on va dire les metteurs en scène, les réalisateurs sont des hommes et renvoient une image de la femme absolument terrible. Et on parlait à l'instant de cette étude-là sur les réseaux sociaux. Et donc, effectivement, le HCE a commandé cette étude à des étudiants de Sciences Po. Donc, je rends hommage à Sciences Po, puisqu'il y avait une équipe de quelques 5 ou 6 ou 7 étudiants qui avaient justement épluché tout ça et qui avaient fait ce rapport, enfin, ce rapport dans le rapport. Et pour tirer le fil justement de ces rappeurs, j'ai cru comprendre que l'un d'entre eux avait allumé donc la flamme olympique. Et, il avait couru avec la flamme olympique. Voilà, et donc ça renvoie au processus de décision, c'est-à-dire comment on est arrivé à ce que la décision soit prise pour que cette personne-là, qui véhicule des valeurs totalement contraires aux lois de la République, on est bien d'accord, on se retrouve dans cette situation. Et donc, ça signifie bien quelque part qu'il y a quelque chose dans le processus de décision qui n'a pas fonctionné parce qu'il n'y a pas eu cette prise de conscience, il n'y a pas eu cette interrogation, il n'y a pas eu cette vigilance. Et pour revenir à ce qu'on disait au début de nos échanges, pour qu'on ait cette vigilance, il faut évidemment qu'on puisse avoir un regard à 360 degrés. On ne peut l'avoir que s'il y a la mixité à tous les étages. Tout à fait. C'est tout. Sinon, on arrive à ce cas de figure qui est quand même absolument invraisemblable en France, alors que ce sont les premiers jeux paritaires de l'histoire. Ouais. Sur ce cas précis, je pense qu'effectivement, sur ce cas précis, je pense qu'il y a une forte interrogation, effectivement, comment on est arrivé là, et on ne va pas aller jusqu'à un point de vue, même une conclusion qui serait même plus négative que celle-là, mais on pourrait aller sur une conclusion plus négative que celle-là. Voilà, je ne sais pas, certains s'interrogent quand même. Ouais.
Alors, deuxième sujet, parce qu'effectivement, ça pourrait faire l'objet des stéréotypes d'un débat en soi. Effectivement, je vous recommande vraiment le coup de la virilité. Nous, on l'avait beaucoup regardé à Paris d'Assurance, puisqu'on a appris littéraire et on l'avait mis en avant. Je regarde parce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ici. Et on l'a effectivement analysé. C'est franchement formidable. Le travail qui a été effectué, franchement, je trouve formidable. C'est une première, hein, enfin, je crois. Et en tout cas, il mérite de nommer les choses. Et quand on cherche des économies, c'est vrai que là, on en a des très, très, très faciles à trouver. Voilà. Alors, deuxième sujet, puisqu'on doit avancer sur les pistes, c'est la notion, effectivement, de créer des outils de mesure et de comparaison, de pouvoir aussi attirer les viviers, de faire du mentorat, etc. Donc, tous les sujets de compétition vertueuse, avec la notion des quotas, la notion aussi du type de pouvoir que l'on veut avoir dans les entreprises, du rôle des réseaux féminins alors au sein des entreprises ou un peu plus largement dans les secteurs. Et donc, quels sont les outils des entreprises pour impliquer, accompagner, développer les collaboratrices et essayer de faire évoluer le système qui existe aujourd'hui dans l'entreprise. Alors, quand on dit l'entreprise, je pense qu'on peut aller jusqu'à la fonction publique, hein, bien sûr, hein, c'était l'entreprise au sens employeur, voilà. Les organisations. Organisation. Je réponds à toutes les questions ou on a une. Non, je pense que dans un soleil lent. Alors, les outils, il y a différents types d'outils et effectivement, il y a différents modes d'action. Pour ce qui concerne les outils que tu as cités, les outils de mesure, ce que ont l'habitude de dire les rapporteurs des différentes commissions du HCE, c'est que tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui ne se compte pas, n'existe pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on objective des situations, parce qu'il faut les objectiver, parce qu'il y a beaucoup de ressentis, beaucoup de déni, beaucoup de stéréotypes, justement, peu de prise de conscience, donc il faut objectiver les choses. Il y a beaucoup d'études qui ont mis en place un certain nombre de baromètres, d'observatoires, et justement, donc on peut voir d'une année sur l'autre comment les choses évoluent. Après, il faut les faire, il faut peser sur cette évolution. Et pour peser sur cette évolution, on a mis en place un certain nombre d'outils comme des index. Alors, on les appelle de façon un peu extensive des index égalité professionnelle. Bon, ce sont quand même des index, notamment l'index qu'a mis en place Muriel Pénicaud, sont des index sur l'égalité salariale. Donc, je pense qu'il faut vraiment bien se centrer sur le sujet, ce n'est pas l'égalité professionnelle au sens large, mais l'égalité salariale, qui a des mérites, qui demande à être amélioré, mais qui a le mérite d'exister. Alors, ces outils, comme les quotas, sont indispensables. Quand les quotas ont commencé à être mis en place en France, moi, par exemple, j'étais totalement contre les quotas, parce que j'estimais, les quotas en politique, etc., j'estimais qu'après tout, moi, je suis là parce que j'ai fait des études, je ne suis pas là parce que je suis une femme. Bon. Et puis, quand on progresse un peu plus dans le parcours professionnel, on s'aperçoit qu'il y a effectivement des effets d'éviction systémiques. Et l'intérêt des réseaux, justement, c'est de pouvoir se dire, ben, on sort de l'isolement, on essaie de comprendre ce qui se passe, puis on voit que finalement, il se passe exactement la même chose un peu partout. Donc, du coup, on essaie de comprendre ensemble et on essaie d'agir ensemble et de développer un certain nombre d'actions. Quelles sont les actions qu'on peut mettre en place? Donc, il y a évidemment ces actions qui sont coercitives, donc pour lutter contre les résistances à l'égalité professionnelle, aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé. Dans notre esprit, pour les réseaux professionnels féminins, c'est la même chose, parce que le sujet, c'est l'employeur et c'est l'organisation du travail qui est à prendre en compte. Et donc, il faut bien travailler sur les normes, faire bouger les normes, et puis faire bouger le système en le contraignant, en suivant la mise en œuvre de cette contrainte, avec évidemment des pénalités à l'appui si nécessaire. Et puis, il y a tout l'autre volet qui est l'accompagnement, et donc tout ce qui concerne l'accompagnement des employeurs, des entreprises, des administrations sur la mise en place d'un certain nombre de process, un certain nombre de bonnes pratiques dans le management, dans le recrutement, dans les parcours de carrière.
Un mot sur la façon dont travaillent nos réseaux. Les réseaux professionnels féminins sont en fait à l'origine de la plupart des dispositions législatives et réglementaires dans ce domaine, en réalité, parce que les réseaux professionnels féminins, quand ils se sont créés, il y a assez longtemps déjà maintenant, mais quand ils se sont structurés et quand ils ont pu analyser le contexte dans lequel les femmes évoluaient sur le plan professionnel, ont notamment beaucoup travaillé avec les parlementaires pour arriver dans un premier temps à la loi Copé-Zimmermann sur la parité dans les conseils d'administration. Et puis, plus récemment, on a eu donc la loi Sauvadet en 2012 pour laquelle les réseaux professionnels du secteur public ont travaillé, mais surtout, on a eu la loi Rixin récemment, et puis donc la loi sur l'égal accès des femmes aux postes de responsabilité dans la fonction publique du mois de juillet dernier. Donc cette loi, elle a été intégralement rédigée par les réseaux professionnels féminins, et la loi de Marie-Pierre Rixin a pu passer parce que en fait nos réseaux se sont emparés de son texte, sa première mouture, qu'elle nous a donc donné en expertise, et on lui a dit mais écoutez, si vous y allez comme ça, il va falloir peut-être travailler davantage l'aspect juridique, parce que, en fait, ces réseaux professionnels, si vous voulez, moi qui suis une vieille routière de la fonction publique française, je peux vous dire qu'on a un très très haut niveau de compétences en France, hein, dans la fonction publique française, mais on n'est pas capable, quand on élabore une norme, quand on élabore une politique publique, de pouvoir vérifier très rapidement, de façon instantanée, sur le terrain, la pertinence de ce qu'on propose. Et ce qu'on peut faire via ces réseaux professionnels féminins, c'est que quand on élabore quelque chose, quasiment en temps réel, on essaie de tester si ces mesures sont pertinentes pour le public, pour le privé, pour des grandes boîtes, pour des petites, etc. Ou alors on interroge, ce qui était le cas quand on a travaillé sur la loi Rixin, les réseaux de femmes juristes, de femmes avocates, de femmes fiscalistes, qui ont des clients qui passent leur temps à contourner les règles sur l'égalité professionnelle, donc ils savent très bien comment neutraliser ces contournements, ce qui fait qu'on est revenu auprès de Marie-Pierre Rixin pour lui dire, écoutez, en fait, dans la loi, il faut au contraire ne pas s'appuyer sur la définition COMEX-CODIR qui n'existe pas, mais parler de cadres dirigeants et d'instances dirigeantes, etc. Donc, on lui a apporté tout ça. Et donc, ces réseaux-là sont là pour être à disposition des pouvoirs publics, soit le gouvernement ou le Parlement, pour apporter, je dirais, pour apporter vraiment ce qui peut se faire, qui se fait de mieux, je pense, en termes d'expertise sur cette égalité professionnelle. De la même façon, pour la loi donc, de juillet 2023, eh bien, elle a été intégralement rédigée par les réseaux professionnels. Donc, le ministre à la tribune de l'Assemblée a rendu hommage à ce travail. Et donc, voilà le rôle de ces réseaux professionnels féminins, c'est aussi de pouvoir, d'une part, changer les règles du jeu, changer l'encadrement normatif, et puis, après cet encadrement normatif, le suivre, suivre sa mise en œuvre, comptabiliser ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, pour ensuite évidemment, parfaire le dispositif, parce que ce qu'on a aujourd'hui est encore quelque chose d'assez imparfait, et pouvoir ensuite accompagner sur le terrain. Voilà, je vous Oui, en fait, en t'écoutant, je pensais à une image que j'emploie plus généralement sur mon autre thème de faveur, qui est la transformation de nos modèles financiers. Et je pense que c'est l'image qui applique assez bien, au fond, à ce dont on parle ce soir. Je dis souvent, quand on parle de l'économie telle qu'elle fonctionne comme l'eau. C'est-à-dire qu'elle suit la ligne de plus grande pente. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de contrainte, ben on va au plus vite, au plus fort et au plus rapide, etc. Et tout le travail de transformation de nos économies, c'est comme le travail qu'on peut faire à partir avec de l'eau. On la canalise pour emmener en telle ou telle direction. Et l'eau, on met des digues, et puis on emmène l'eau à droite, à gauche, et on met vite la ligne de plus grande pente pour qu'elle nous serve. Et l'économie de marché, c'est un peu pareil. Et en fait, il faut les deux choses. Il faut à la fois une digue qui est une digue normative, où il faut que on dise ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait, ce qui ne doit pas être fait, enfin, toute une série de choses, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'une digue, ben, l'eau, elle part de l'autre côté. Et celle qu'on manque, et celle sur laquelle il faut
s'engagent tous individuellement, c'est la condition. Dans l'économie de marché, il y a un mot important, c'est marché. Et si le marché n'est pas au rendez-vous, vous pouvez faire toutes les lois que vous voulez, ça ne marchera pas. Et donc, si chacun, en tant que citoyen ou citoyenne, ne s'engage pas, ça ne marchera pas. Et donc, on peut avoir tous les trucs, et on en donne un certain nombre, il y a plein de méthodes, d'indicateurs. Ça, je pense que la boîte à outils, elle est relativement bien identifiée. Mais si on ne veut pas s'en emparer dans la durée et avec, je dirais, acharnement, ça ne sert à rien. Et il faut bien reconnaître que si on ne réagit pas sur ces questions-là, à la fois comme consommateur, comme on dit toujours la guerre des talents, c'est un sujet. Est-ce que c'est un sujet d'ailleurs? Non, mais je pose la question. Est-ce qu'une entreprise aujourd'hui, enfin, j'espère que c'est le cas, qui aurait une politique banale ou négative sur le sujet, serait pénalisée ou pas? Est-ce que, voilà, c'est une question. Ça commence. Ouais, enfin, je me méfie de ça parce qu'on a un effet de loupe, on vit dans notre bulle et on voit des gens qui sont comme nous. Mais là aussi, il faut mesurer. Et comme investisseur, et ça c'est le deuxième point que je voulais faire, si les investisseurs s'en foutent, si les consommateurs s'en foutent, et si les talents s'en foutent, ben, toutes les lois que vous voulez, ça ne changera pas. Et donc, c'est pour ça que ce travail d'éducation, de sensibilisation, il est indispensable. Et alors, je prends l'exemple du fonds que j'ai créé de Blue Lake Range. Je reprends les grands défis auxquels on est confronté aujourd'hui. On a dans notre fonds, on a des mesures d'impact, on est rentré dans des normes européennes, etc. Et on a dû extérioriser quelles étaient nos priorités. C'était un travail interne important. Et on a mis en avant 4 critères, qui sont qu'on regarde, qu'on investisse dans la santé, l'éducation, l'accès au crédit, les énergies, le transport. On regarde 4 critères systématiquement. Et pour moi, qui sont les critères fondamentaux, encore une fois, on investit dans des pays émergents, Amérique latine, Afrique, Asie. Il n'y a pas de priorité, je vous ai dit. Je cite dans l'ordre auquel j'ai pu de les citer. Le premier, c'est la création d'emplois, parce que c'est des pays où il faut créer des emplois. Et ce n'est pas seulement la création quantitative. C'est ce que les Nations Unies appellent des decent jobs, donc des jobs de qualité, bien rémunérés, avec une formation, etc. Deuxièmement, c'est l'égalité homme-femme. Et pas seulement parce que c'est évidemment important en soi, et parce que je pense, comme je l'ai dit au début, que elle est indispensable au succès des entreprises dans lesquelles on investit, mais que surtout, et notamment dans des pays où la question est moins avancée que chez nous, la non prise en compte de l'égalité homme-femme, elle est révélatrice de plein d'autres sujets. La santé, c'est évident. L'éducation, c'est évident. Au-delà des questions de promotion des entreprises. Et quand on regarde les questions d'égalité homme-femme, là aussi, c'est difficile de mesurer, parce que déjà, dans la fonction publique française, on a des batteries d'indicateurs. Moi, quand j'investis dans des entreprises agricoles au nord du Pérou, ce n'est pas exactement le même système. N'empêche qu'il n'y a pas d'hostilité. Il faut trouver les mots, leur donner les outils, etc. Mais il faut entrer. Et ce n'est pas seulement de dire qu'il faut qu'au conseil d'administration de l'entreprise, il y ait des hommes et des femmes, que dans la direction, il y ait des hommes et des femmes. C'est aussi comment est-ce que vous traitez le personnel, mais aussi les clients, eux, et les fournisseuses, eux. Et on regarde tout ça. Et c'est très intéressant de voir qu'il n'y a pas d'hostilité. C'est simplement, c'est quelque chose qui n'a jamais été débattu. Enfin, très souvent, sans faire de sociologie à deux balles, c'est vrai qu'il y a des pays où il y a une culture très machiste, enfin, beaucoup plus encore que ce qu'on peut connaître chez nous. Mais on est obligé de quantifier, de rentrer. Et en fait, c'est quelque chose qui est très important. Les gens réagissent. Ils savent que nous, on leur apporte de l'argent si on fait ça, on se met d'accord sur un plan d'action. Et on a une dynamique extrêmement positive. Et puis les deux autres critères, c'est bien la prise en compte de l'environnement, au sens des gaz à effet de serre, pollution de l'eau, pollution de l'air, utilisation des tests plus standards. Et on a un quatrième critère qui est quelque chose qu'on a rajouté en plus, qui est un critère d'innovation. Et pour nous, c'est cet ensemble. Comme investisseur, on a une influence. Et ce que je dis souvent à mes investisseurs qui disent bah, ok, j'investis dans des boîtes qui ne sont pas très grosses, on sait bien que tu fais du bien dans le comté de la province nord du Pérou, ok, bon, c'est super, mais tu ne changes pas la planète. J'ai dit, mais c'est complètement absurde comme raisonnement. On crée un effet d'exemplarité. Parce que le gars, il y en a qui viennent nous dire derrière, en fait, on est vachement content d'avoir fait ça. Pour la stratégie d'entreprise, c'est mieux, nos copains sont venus nous voir, et on a des effets de capillarité. Donc, c'est pour ça que je me dis, il faut les deux. Il faut à la fois cette approche par la norme, qui est un peu le biais français traditionnel. J'ai vu ça à la Banque mondiale. Les Français, ils croient qu'ils prennent la Bastille, ils font des lois, ils transforment le monde. Ça ne marche pas très bien. Il faut cette transformation sociale. Et donc, pour nous, c'était un des éléments importants de ce livre, c'est de mettre cette question de l'éducation, la sensibilisation à tous les niveaux et de tous les instants.
Et donc, il faut les deux. Il faut la digue, il faut la norme et il faut la société qui s'engage. Si la société ne s'engage pas, et c'est pour ça qu'on revient à la question précédente de la PEC, si on régresse, ben, la digue, elle va devenir plus faible. Je peux rebondir sur ce que tu dis. Oui, après, Parce que la question que tu poses, c'est vraiment pourquoi on ne se pose pas on se pose pas la question et quel est le message qu'on porte. En fait, le sujet, c'est un sujet de message. Et pourquoi on n'a pas encore ça tout à fait en tête, c'est parce qu'il me semble que aujourd'hui, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est traité comme justement l'égalité, une question de justice, alors que on ne pense pas l'impact de la mixité sur la performance des entreprises. On ne pense pas l'impact de la mixité sur la performance économique, financière, mais aussi sociale, humaine, etc. Et on pense encore moins l'impact de la mixité sur l'action publique, sur la qualité de l'action publique et sur la qualité de la décision publique. C'est ça le sujet en réalité. C'est en quoi la mixité a un impact systémique absolument majeur sur toutes les activités humaines, qu'elles soient économiques, politiques, étatiques, entrepreneuriales, etc. Et là, aujourd'hui, on n'a quasiment aucune étude sur l'impact de la mixité sur la qualité de l'action publique. Et si, le FMI, etc. Oui, par exemple, Christine Lagarde a fait pas mal de choses pour ça. C'est tout. En dehors de ça, c'est tout. Alors, je voudrais juste dire une chose. Dans notre livre, on a interviewé pas mal de personnes qui ont, quand il y a eu cette question des quotas, hésité ou étaient contre. Et puis, alors je pense à la première loi, Copé-Zimmermann, et puis en fait, et je pense à Anne-Marie qui au début n'était pas du tout favorable à cette loi. Et puis petit à petit, les esprits ont changé, la loi a été mise en place. Et donc il y a une étude très récente qui a été faite, alors c'est une étude européenne sur la situation des femmes, l'égalité femmes-hommes dans les instances dirigeantes en Europe. Et on se rend compte que la France est plutôt très bien placée. Et donc les chercheurs, je vous donnerai les références, il y a un livre de Clotilde Coron là-dessus qui a travaillé sur les stéréotypes de genre et la question de l'égalité en Europe. Et on se rend compte que quand même cette loi a aidé la France à être plutôt parmi les très bons élèves. Donc les lois ont des effets. Et je suis d'accord, Bertrand, avec toi, ça n'a des effets, mais ça ne peut avoir que des effets qui sont temporaires si ça n'est pas consolidé par un mouvement de société qui la soutient et un engagement des citoyens. Je voudrais quand même dire une chose, notamment pour un certain nombre d'entreprises maintenant, dans lesquelles on intervient, et notamment des grandes entreprises, des entreprises du CAC 40. C'est cette fameuse loi, Marie-Pierre Exin, qui oblige à avancer sur les quotas des instances dirigeantes. Alors là, au secours pour un certain nombre d'entre eux, parce que il va falloir avoir 30% fin 2026 et 40% fin 2029. C'est demain, hein. Et pour beaucoup, ils ne les ont pas dans les effectifs juste en dessous, c'est-à-dire les top 200 ou top 500. Donc c'est un peu branle-bas de combat. Et puis ils commencent à regarder toute leur pyramide et ils se rendent compte en fait, il y a plein d'étages où ils ne les ont pas, ces femmes. Et donc petit à petit, il est en train de s'installer. Alors je veux être optimiste. Je pense à deux entreprises, une qui est dans le secteur de la grande distribution et l'autre qui est plutôt dans le secteur du BTP. Et ils sont en train de réaliser qu'en fait, ils vont devoir se battre pour la guerre des talents, et ça dès le début de la pyramide. Et donc, ils essayent de réfléchir à toutes les stratégies qu'ils vont pouvoir mettre en place pour attirer les talents, donc les jeunes talents, et les retenir et les fidéliser pour qu'ils puissent monter et puis qu'ils puissent monter rapidement parce que les femmes, 30%, c'est demain, hein. Donc, il y a quand même un espèce de, on va dire, de sauf qui peut, que l'on constate et une volonté d'accélérer qui n'a pas été beaucoup préparée. Alors là, beaucoup d'entreprises, je trouve, partent un peu dans beaucoup de sens. C'est plutôt une bonne nouvelle en mettant en place du mentoring, du coaching, des réseaux féminins ou mixtes, mais qui vont booster l'accompagnement des femmes. Et donc, il y a toute une palette de mesures qui sont prises pour accélérer la question. Et puis, parce qu'aussi, ils se rendent compte que les nouvelles générations, c'est un indicateur qu'ils vont regarder. La question de cet environnement qu'on va être un peu women-friendly. Et ce sera intéressant peut-être à la fin de cet échange
vous qui êtes ici, qui représentez peut-être un certain nombre d'entreprises, que vous nous donniez votre témoignage, que vous nous disiez comment ça se passe peut-être dans votre entreprise, dans votre organisation, là où vous travaillez. Est-ce que vous constatez aujourd'hui comme une effervescence autour de l'attractivité des jeunes talents, et particulièrement des talents féminins, sans oublier les hommes, bien sûr. Alors, merci. Ça marche. Je voudrais maintenant qu'on aborde le sujet important qui est le rôle des hommes dans tout ça. Sachant que vous l'avez souligné au départ, et c'est évidemment notre objectif, c'est de pouvoir faire cette répartition de pouvoir de façon apaisée, ou en tout cas la plus tranquille possible, et que votre livre n'est évidemment pas du tout un livre d'opposition. Et donc, l'idée, c'est de partager, c'est pas forcément de faire des changements radicaux, mais peut-être que oui. Quelle serait la première étape d'une vraie mise en place de cette diversité et comment faire pour que les hommes soient des alliés, ne se sentent pas, parce que c'est souvent la réflexion qu'on a vis-à-vis des réseaux féminins, vis-à-vis des lois sur les femmes, on entend toujours effectivement un écho qui est assez négatif. Voilà, avec un certain nombre de terminologies que je ne citerai pas là, mais qui on a pu entendre dans le passé et qui parfois réveillent quelques sursauts, alors je ne sais pas comment on les appelle, masculinistes ou autres, en tout cas de peur, et c'est vraiment pas l'objectif. Donc je vais commencer par passer la parole à l'homme de la soirée, à Bertrand. Je l'attends. Non, non, mais pour moi, le mot allié, en fait, c'est le mot essentiel. Avec pouvoir, c'est les deux mots qui, pour moi, résument notre propos. Ça ne se fera pas l'un contre l'autre. Sinon, c'est perdu pour les deux. Et on ne se battra pas à coups de quotas, de contre-quotas, de je ne sais pas. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à dire qu'à faire. Mais je crois que cette idée d'une alliance, elle est essentielle parce que ça, il faut admettre les choses. Moi, je suis dans la génération où, effectivement, j'ai tout un tas de copains, d'amis qui me disent, ben voilà, je n'ai pas pu avoir de job parce que je n'étais pas un homme. Et ça existe, on ne va pas se raconter des histoires, on ne va pas faire semblant que c'est... Parce que je ne suis pas une femme, pardon. On ne va pas se raconter des histoires, ça va pas... Donc comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on fait attention? Comment est-ce qu'on, peut-être, on revoit le pouvoir dans les entreprises? Comment on diversifie? Comment on change les râteaux, les organigrammes, etc. Ben, je pense qu'il faut pas, il faut que la transition, elle peut se passer, mais il y a 15-20 ans qui sont douloureux. Alors peut-être que c'était douloureux pour les femmes, sûrement c'était douloureux même pour les pendant 2000 ans. Voilà, maintenant, mais en même temps, non, mais on ne peut pas faire comme si c'était pas. C'est comme toutes les transitions, il faut reconnaître qu'il y a des gagnants et des perdants, et c'est normal, et qu'il faut faire attention à ce que les perdants voilà, qu'il n'y ait pas des gilets jaunes dans les entreprises. Et donc, cette question de l'alliance, elle est absolument fondamentale. Pour moi, alors c'est vrai qu'elle se pose dans des considérations différentes. Suivant, vous êtes une entreprise du CAC 40 avec des cohortes de recrutement chaque année, etc. Et donc, c'est des processus lents où il faut attirer les talents, etc. D'une certaine manière, je ne m'étais pas posé la question en créant Blue Like an Orange. Et à tel point que je me suis rendu compte que je ne m'étais pas posé la question. Donc, j'étais vraiment, comment dire en anglais, gender blind. Je recrutais les gens, etc. Et une fois, j'ai un investisseur qui m'a dit, écoutez, je me pose la question d'investir chez vous parce que j'ai regardé dans votre truc et en fait, vous êtes vraiment, il y a plus de femmes que d'hommes chez vous. J'ai dit, ah bon, je n'avais pas fait attention. Alors, je suis allé regarder, effectivement, en comptant, et à tous les niveaux. Enfin, c'est pas juste des juniors, etc. Et au fond, c'est probablement plus simple. On est 3 associés, on sera bientôt plus, et c'est des hommes et des femmes, et c'est très bien comme ça. Donc, peut-être qu'il faut aussi repenser le pouvoir. Enfin, il faut trouver des moyens. Je pense que les quotas étaient quelque chose de nécessaire. Mais c'est pas, il ne faut pas que ça. J'espère qu'il n'y aura plus de quotas dans 50 ans. Enfin, ou alors, si, il y en a pour protéger les hommes. Dans l'autre sens. Voilà, non, mais c'est ce que certains disent, c'est peut-être bien de protéger les hommes dans 50 ans. J'en sais rien. C'est comme ça qu'ils ont été pensés, en tout cas. Voilà, peu importe. Mais encore une fois, la question, et encore, je reviens à ce qu'on disait au début, c'est des femmes et des hommes alliés. Ça peut pas être. Il faut qu'on sorte d'un langage guerrier, d'un langage, encore une fois, de pouvoir vertical où j'occupe le terrain et je place, etc. Et c'est pas facile, hein, parce que les stéréotypes jouent contre ça. Les organisations actuelles ne fonctionnent pas comme ça. Et puis en plus, ce qui est très difficile, c'est aussi la dimension internationale. C'est qu'on raisonne dans le bocal français ou européen. Beaucoup d'entreprises sont internationales avec des cultures qui sont très différentes. Donc on est face, pour moi, à un défi majeur.
qui nécessite à la fois, c'est ce qu'on dit dans le livre, il faut à la fois une ambition qui ne cale pas, c'est-à-dire que si on cale sur l'objectif final, on oublie, mais il n'y aura pas de grand soir. J'ai découvert à la Banque mondiale que comme on dit ton grand soir en anglais, on dit grand soir. C'est un particularisme français, parce qu'il y a des gens me disent, avec les Français, comme ça, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que les Français qui croient qu'il y a un grand soir. On va faire un grand soir de je ne sais pas quoi, ou un Grenelle, on va faire un grand machin, et puis le lendemain, on va régler tous les problèmes. Non, ce que vous dites, alors, la plupart des cultures, c'est que les choses prennent du temps. C'est de l'acculturation, et donc il faut savoir doser l'ambition qui doit être résolue et sans flancher. Enfin, l'objectif, il est vraiment de partager le pouvoir et pas d'attendre 2153 ou je ne sais pas. Et en même temps, accepter que, au quotidien, il faut voilà, faire des arrangements, faire avancer petit à petit, mais on ne peut pas toujours dans la même direction. Mais voilà, je pense que c'est un défi. On a encore une fois tous les instruments. C'est un sujet qui est connu. Et donc, il faut de la volonté. Et c'est vrai que pour le coup, le leadership dans les organisations, c'est essentiel. Si le leadership, on pas l'exemple, on oublie là aussi. Et pour moi, c'est très important de travailler sur le leadership dans l'entreprise, dans la fonction publique, dans les grandes organisations, les ONG, etc. Enfin, partout, dès qu'il y a du pouvoir, comment ce pouvoir s'exerce et se transforme. Alors, est-ce que vous voulez réagir sur le sujet des hommes? Oui. Rapide. Bon, ça va être très rapide, hein. C'est juste pour dire que moi, je vois dans les entreprises qui vont, les organisations qui vont le plus vite, c'est souvent parce que les hommes se sont levés, donc ces fameux alliés, pour défendre le mouvement et soutenir le mouvement. Ils l'ont fait avec beaucoup d'élégance, en tout cas un certain nombre d'entre eux. D'ailleurs, on en a interviewé dans notre livre, hein, Paul Polman, Denis Machuel, entre autres, Laurent Giovacchini, qui se sont engagés pour promouvoir les femmes, pour accompagner les femmes, mais pour le faire sans ce qu'on appelle le sexisme bienveillant, c'est-à-dire le côté protecteur. La femme est fragile, donc il faut que je l'accompagne et que je l'aide parce qu'elle n'y arrivera pas toute seule. Par contre, ce sont des hommes qui se sont vraiment engagés avec des actions très concrètes, avec des indicateurs sur le sujet des femmes. Et dans les entreprises que je vois aujourd'hui et qu'on accompagne, ça ne marche d'ailleurs que quand les hommes s'engagent. Sans eux, ça ne fonctionne pas. Alors, je parle d'entreprises très, très masculines, hein, parce qu'il y a aussi les entreprises qui sont féminines et où les choses vont plus d'elles-mêmes. Mais en tout cas, dans les entreprises très masculines, avec des codes de leadership plutôt virils, c'est quand les hommes s'engagent, mais s'engagent vraiment et donnent des objectifs. Et là, pour le coup, si on revient sur les objectifs, moi, je vois quand ça marche aussi, c'est les bonus des managers. C'est aussi magique, hein, c'est une question d'argent quand on touche bonus des managers, notamment à un directeur pour féminiser son groupe, et bien, curieusement, ça avance un peu plus vite. Mais c'est quand même mieux de les convaincre que d'en arriver au bonus. Oui, alors moi, je suis vraiment totalement en phase avec ce que vous dites tous les deux. Des alliés, bien sûr, mais les alliés réciproquement, c'est-à-dire les hommes alliés des femmes et les femmes alliées des hommes. Pourquoi? C'est pas pour les hommes et pour les femmes. On est J'allais vraiment... dire parfois les femmes alliées des femmes, ce n'est pas toujours ça. Oui, aussi. Voilà, c'est vraiment une alliance. Des expériences où effectivement, c'est pas. Donc, c'est une alliance pour quoi faire? Et je pense qu'il faut avoir une vision. Est-ce que les hommes aujourd'hui sont contents du monde dans lequel ils vivent? Est-ce que les femmes aujourd'hui sont contentes du monde dans lequel ils vivent? Donc, c'est pour construire quoi? Et la question, c'est essentiellement celle-ci. C'est vraiment pourquoi on construit une société en fonction de quel référentiel en réalité. Et pour revenir tout à l'heure sur l'attractivité, elle se pose à tous les niveaux, elle se pose aussi dans la fonction publique et elle se pose de plus en plus partout, probablement aussi parce que le référentiel des nouvelles générations est un référentiel un peu plus, je dirais, dégenré, c'est-à-dire un peu plus sur le fond des choses, sur le fond des sujets, c'est quoi ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et comment je me réalise, quel est le monde que je veux construire. Et ça, c'est pas un monde féminin ou masculin, c'est un monde
humain. Mm. Et ce monde humain, il est collectif. C'est le monde de tout le monde, je dirais. Et on voit bien, je vois bien aussi dans la fonction publique ce problème d'attractivité. Mais alors, pourquoi se pose ce problème d'attractivité dans les organisations de travail? Peut-être aussi que les organisations de travail ont été construites par les hommes, pour leur parcours professionnel, etc. Et quand il y a des univers professionnels qui sont assez peu accueillants pour les femmes, par exemple la tech, on parlait de la tech tout à l'heure, c'est très... Mais aussi, est-ce que les jeunes femmes ont envie d'être dans des startups de la tech où elles sont systématiquement marginalisées, dans des boys clubs, avec des codes... Ils sont jeunes, mais ils ont des codes virilistes, etc., etc. Elles n'ont pas envie de ça, elles font leur vie ailleurs, etc. Donc, il faut aussi... si on veut avoir finalement un effet de levier systémique, je pense qu'il faut déjà se projeter sur quel est notre système, qu'est-ce qu'on veut changer dans le système, et à partir de là, qu'est-ce que collectivement on construit. Et c'est comme ça qu'on rendra attractif un certain nombre de filières, un certain type de management, et qu'on donnera aussi envie aux garçons et aux filles de faire, et aussi envie aux hommes, non pas de laisser leur place, mais de construire autre chose. Les hommes n'ont pas envie de mourir jeunes sur la route, finalement. Ils n'ont peut-être pas envie de mourir plus jeunes que les femmes, d'un infarctus, etc. Finalement, la santé des femmes, la longévité des femmes est plus importante pour elles. Pourquoi? Parce que leur santé, parce que quoi? Il y a bien un certain nombre de choses qui font qu'il y a des rééquilibrages à faire. Donc, c'est l'intérêt de tous. Et je pense qu'il faut sortir de cette façon de considérer les choses, femmes contre hommes. Le sujet n'est pas là. C'est qu'est-ce qu'on construit ensemble. Et quel est le message qu'on porte après dans les investissements, etc. Et c'est un sujet mondial, puisque ce sujet de structure verticale avec des codes virilistes, c'est partout dans le monde. Donc, c'est ça qu'il faut interroger. Et c'est comme ça qu'on se fera des alliés en construisant ensemble. Et juste pour rajouter à ce que vous dites, effectivement, aujourd'hui, c'est la question de penser un nouveau mode de leadership. Vous l'avez abordé quand on a parlé du pouvoir vertical, pouvoir horizontal, mais aujourd'hui, il y a une aspiration à repenser les modèles de leadership. Je vois le temps tourner. On va passer la parole à la salle dans 2 minutes. Je voulais juste demander à Bertrand s'il pouvait nous donner sa vision et son ressenti sur qu'est-ce qui se passe au niveau international, par exemple à l'ONU, l'administration paritaire. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que ça a un impact? Aucun. Voilà, vous puissiez nous dire un petit peu ce qu'il en est. Alors, je peux poser aussi la question à Nathalie et à Michel, mais n'hésitez pas, quand vous voyez que c'est le moment, de reprendre la main. Non, alors, pour le coup, c'est vrai que les organisations internationales, elles ont plein d'expos et j'étais le premier à les dénoncer, mais c'est vrai que sur ce sujet-là, c'est que les organisations où le pouvoir est relativement partagé. Ça, c'est vrai. Vous avez regardé le nombre de dirigeantes femmes des grandes organisations publiques internationales. En Europe, vous avez la présidente de la BCE, Christine Lagarde, la présidente de la BEI, Nadia Calvino, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Enfin, ça existe, c'est pas une vue d'esprit. La patronne du FMI, Kristalina Georgieva, et je peux prendre une série d'organisations. Et c'est vrai que là, j'ai des amis qui ont, entre guillemets, des choix de carrière et qui ont candidaté. On leur a dit que tu serais le meilleur, mais on ne peut pas parce qu'on doit prendre une femme. C'est exact. Donc, le gars n'est pas content. Et j'ai de la sympathie pour sa frustration. Je n'ai pas de bonne réponse, mais j'ai de la sympathie pour sa frustration. Donc, je pense qu'il y a vraiment, en tout cas, dans le leadership, c'est clair. Après, comme toutes les organisations, quand on descend, c'est souvent plus compliqué. Hein. Mais en tout cas, il y a des effets de signal ou Ngozi à l'OMC, par exemple. Il y a quand même vraiment, on ne peut pas dire que ça ne soit pas fait. Mais après, c'est comme toujours, il faut rentrer dans le dur, dans la transformation des organisations. Alors, l'autre point que j'ai trouvé intéressant, mais qui est encore un peu marginal, tu l'as signalé, il y a des études sur le fait que, comme on dit en anglais, on peut faire doing right, doing good and doing well à la fois. Donc, à la fois faire ce qu'il faut parce que c'est éthique et que ça fait du sens, mais qu'en même temps, c'est efficace. La mixité est efficace. Il y a des rapports qui sont prouvés, etc. là-dessus. Mais ça reste, effectivement, c'est pas encore central dans les approches de développement.
De même qu'il y a quelques papiers sur ce qu'on appelle gender finance, etc. Mais c'est vrai qu'on a la vision un peu idyllique du microcrédit parce que c'est des femmes qui... Moi, je suis pas très à l'aise avec le microcrédit, je vais être très direct. On en a financé avec Blue Lac and Orange, c'est pas ce que je préfère. Je préfère qu'on fasse pas de microcrédit, qu'on fasse de la financiarisation, y compris par le téléphone, et qu'on rentre dans un système normal, plutôt que de cantonner les femmes à dire c'est sympa parce qu'elles collectent l'argent entre elles, elles sont responsables, elles n'ont pas de devoir. Il y a beaucoup de discours là aussi, ça entretient un peu du stéréotype. Voilà, donc il y a un peu ce côté-là, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de recherches, de travaux, et il faut accélérer ces travaux pour montrer que c'est la bonne chose à faire. C'est pas juste parce que c'est bien de nommer des femmes intelligentes. Il faut que dans les politiques qui sont mises en œuvre, dans les politiques de développement, dans les conditionnalités du fonds, dans les approches des Nations Unies, etc., on rentre dans ce genre de choses. Et ça, pour le coup, je pense qu'il y a encore du progrès. Mais il y a un terreau qui est plutôt favorable. Très bien, Nathalie. Bien sûr, pardon. Peut-être juste un mot pour compléter ou réfléchir et vous dire. Il y a beaucoup d'études qui démontrent que l'impact de la mixité ou la place des femmes dans le développement durable a un effet de levier favorable puissant. Donc, on a déjà la matière pour le démontrer. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est le passage de cette connaissance à un discours politique assumé et généralisé. Et il faut que ça monte. Pour ce qui concerne la mixité, par exemple, la fonction publique, pour la première fois, on a un ministre de la fonction publique qui dit la mixité, ça a un impact positif sur l'action publique. Ben, c'est ça le sujet. C'est ça le sujet, c'est-à-dire qu'on élabore des politiques publiques pour l'ensemble de la population, et donc, évidemment, pour des femmes et pour des hommes, et pas uniquement ou en partiellement, largement pour des hommes. Donc, quand au niveau le plus élevé des organisations internationales, au niveau politique, dans chaque pays, si on passe de cette connaissance qu'on a maintenant sur ce message et que au-delà du message, on s'y tient, mais au moins qu'il y ait ce message, eh bien, je pense que déjà, on aura franchi une étape très importante. Je vais rien à ajouter. Tout a été dit. On va garder. Est-ce que les micros marchent? C'est un peu le sujet pour passer la parole à à la salle. Allô? Non, c'est mystérieux. C'est mystérieux. Je ne sais pas que je puisse passer le micro, ça va être compliqué. Alors, si vous avez des questions, est-ce que vous pouvez du coup vous lever peut-être et puis parler fort? Peut-être, alors, nous avons la chance dans la salle d'avoir une des grands témoins. Non, je ne suis pas venue pour... D'accord. Bon, alors vous avez néanmoins, vous voyez... Non, je suis rien du tout. D'accord, ça. Là, c'est le problème des femmes, c'est qu'elles sont trop modestes. Non, je ne suis pas venue témoigner, je suis venue écouter. C'est pour ça qu'on le mettait dans la session questions. Comment on enregistrer, vaut mieux que ce soit sur le micro, sinon ça... Oui, c'est vous embête de décider. Non. Je ne peux pas vous l'amener, en fait. Je ne l'ai pas assez. La technique. Là, ça marche. Je peux vous présenter un peu. Oui. Bonjour, excusez-moi, je ne pensais pas être si près de la tribune. Je suis Françoise Bellet, je suis partie de la Soutouga et je suis engagée. Voilà. Il y a toujours un moment donné. Il faut un mec pour faire ça. Ça, c'est un grand classique. Du coup, je commence. Non, t'as bien entendu. Donc, Françoise Bellet, je suis partie du réseau du GAP, je suis vice-présidente de cette association et aussi engagée depuis de très nombreuses années sur toutes ces questions d'égalité, notamment d'égalité professionnelle. En fait, la question que je voulais poser, je voulais revenir sur la question de la flamme olympique et comment il est possible que ce rappeur qui dans ses chansons lance des appels au viol ait pu être désigné pour moi accompagner cette flamme olympique. Bon, moi, ça m'interroge beaucoup et dans la mesure où on se dit effectivement qui a pris les décisions. On parle du pouvoir comme une façon de prendre des décisions. Et ça m'interroge beaucoup. Je m'interroge beaucoup aussi sur comment on avance. Alors, on a évoqué les boîtes à outils, il y a des choses, comment on avance sur la question des stéréotypes.
Pour rester sur le rap, je me souviens qu'il y a quelques années, Ségolène Royal était intervenue, puisque Orelsan était programmé aux Francopholies, et que lui aussi, dans ses chansons, c'était des appels au meurtre. Et elle avait réussi, tout le monde l'avait critiqué, mais elle a quand même réussi à lui faire déprogrammer. Depuis, Orelsan est sur les plateaux télé, etc. Donc, moi, sur la question des stéréotypes qui sont extrêmement importantes, alors, les stéréotypes, ils sont pas seulement chez les rappeurs, hein, même dans nos milieux très sophistiqués, ils ne sont pas exprimés avec les mêmes mots, mais ça existe aussi. Donc, moi, je m'interroge dans cette période où c'est la grande cause du quinquennat, la question d'égalité femmes-hommes, vraiment sur cette question, justement, des stéréotypes. Parce que les lois, on n'est pas trop mal quand même. La question des stéréotypes, la fameuse gender fatigue pour les intellectuels. Mais voilà, je veux savoir si vous étiez optimiste sur la lutte contre les stéréotypes. Voilà. C'est la question que je me pose. Et des fois, je me prends à être un peu pessimiste. Donc, j'espère que vous allez pouvoir me donner d'autres éléments d'être optimiste. Merci. C'est Fabienne. L'optimiste, tu es optimiste. Non, mais je suis optimiste. Pas forcément quand je regarde la France, où je suis revenu d'ailleurs, nous sommes revenus il n'y a pas très longtemps, où effectivement on a toute une série de signaux qui vont dans des directions, un peu dans toutes les directions. C'est très difficile de faire sens de tout ça en fait, ça bouge un peu partout. Mais en revanche, c'est vrai que je suis optimiste parce que par mon métier, j'investis dans des pays où il se passe des choses et où il y a une énergie qui est extraordinaire. Et donc finalement, chaque fois que je vais au contact, que ce soit un combat, c'est pas des pays parfaits, loin s'en faut. Et quand je vais en Amérique latine ou en Afrique, ben, je vois qu'il se passe des choses. J'ai des entreprises dans lesquelles j'investis où les gens disent mais oui, t'as raison, on va le faire, etc. Et donc voilà, mon optimisme se nourrit de ça. La réalité, c'est que pour prendre la situation de la France, je ne sais pas dire. Effectivement, quand j'entends ce que vous dites, je suis pas à l'aise. Et puis en même temps, on a la loi X. Enfin voilà, on a des tas de choses. C'est très difficile de dire au total, est-ce que ça bouge ou pas, dans quelle direction. Je ne sais pas. Et alors, ce qui est quand même intéressant de voir quand on regarde, et ça invite à reprendre l'histoire, tout ce qui s'est passé depuis les années 70, il s'est quand même passé énormément de progrès. Moi, j'ai 56 ans. Je vois la manière dont ma mère se conduisait avec moi. Enfin, on a quand même avancé. Et ce qu'on a voulu dire dans le livre, on a quand même avancé. Je ne peux pas croire que tout ce qui a été déjà réalisé se perde complètement, se dissolve complètement, parce qu'il y a aussi toute une génération de jeunes filles, à Sciences Po également, hein, particulièrement, filles, comme celle de Bertrand d'ailleurs. C'est le pluriel. Voilà. Pas mes sociétés. Oui, on va leur dire, on va leur dire. Et donc elles sont engagées à leur manière. Elles ont envie aussi que la situation des femmes bouge. Donc c'est vrai que c'est variable, mais je voudrais croire, notamment à l'échelle de l'histoire, quand on regarde tout ce qui s'est passé, que quand même s'il y a des hésitations dans l'histoire, on va dans la bonne direction. Alors, effectivement, moi aussi, je trouve que c'est très contrasté, mais je pense qu'on est à un moment historique particulier, parce que on a eu un processus en fait d'émancipation dans le monde, hein, pour les femmes, donc d'émancipation politique, économique, sociale. Donc, on voit tout ça progresser, et là, on arrive précisément à la question du partage du pouvoir. Ce qui n'était pas le cas dans les décennies précédentes où effectivement on est sur l'égalité salariale, l'équilibre du temps de vie, toute une série de choses, les droits sociaux, les droits politiques. Bon. Et là, on arrive, et ce que tu disais, ou ce que disait François sur la gender fatigue, c'est une autre façon de formuler élégamment en fait la résistance. Et je pense qu'on arrive là à un point dur, hein, qui est précisément parce que on est dans le partage de la décision maintenant. Le sujet, c'est vraiment ça. Le sujet, c'est l'effet de levier du partage de la décision et quelle est la résistance face à ce pouvoir et comment on conçoit, qu'est-ce qu'on met dans ce mot pouvoir. Qu'est-ce que les hommes au pouvoir mettent dans ce mot pouvoir? Qu'est-ce que les hommes en général mettent dans ce mot? Qu'est-ce que les femmes mettent dans ce mot? Peut-être qu'ils mettent. Donc, de mon point de vue, ils ne mettent pas la même chose. Et donc, il y a un malentendu déjà là-dessus. Mais ce que je pense, c'est que là, on est à un moment critique.
Ça peut basculer dans un sens ou dans l'autre, précisément parce qu'il peut y avoir un effet de backlash très puissant. Et d'ailleurs, ce n'est pas totalement un hasard si on voit qu'il y a des études récentes dans le monde aujourd'hui qui disent qu'il commence à y avoir un clivage politique entre les hommes et les femmes, et les filles et les garçons, où les filles et les femmes sont davantage sur des tendances plutôt progressistes dans le monde en général, et les garçons plutôt, les hommes, sur des tendances plutôt résistantes, réactives, parfois réactionnaires. Aux États-Unis, c'est manifeste. Et aux États-Unis, c'est manifeste. Et donc, on voit bien ces mouvements masculinistes, virilistes, incels, etc., qui ensuite basculent dans la violence. Et donc, je pense que là, on a tout à fait intérêt, comme le disait Bertrand tout à l'heure, à être alliés, à avoir justement un jeu d'acteurs en utilisant nos pouvoirs à nous, avoir un jeu d'acteurs qui porte une vision du monde, mais du monde globalement, de le faire maintenant. Et moi, je suis fondamentalement optimiste. C'est aussi ma nature, mais je pense aussi, je vois comme vous toutes et tous, qu'il y a beaucoup de force à l'œuvre. Il y a aussi une jeunesse qui est en fait confrontée à la fin du monde, en fait, à la fin de la planète. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour mettre fin à ce processus mortifère? Donc, il y a peut-être des clés qu'on n'a pas utilisées, qui est précisément dans cette mixité à tous les étages, dans le partage de la décision, etc., pour construire autre chose. Et donc, avec probablement un mouvement brownien extrêmement puissant sur lequel on a toutes et tous intérêt à construire. Donc, moi, je vois, par exemple, dans notre petite expérience de ToGap, qui est un réseau qu'on a créé comme ça dans l'enthousiasme, 8 jours avant le Covid, etc., eh bien, en très peu de temps, on est devenu, comme je vous disais tout à l'heure, 1,5 million dans le monde, on n'arrête pas d'avoir des adhésions, etc. Et ça phosphore, et c'est horizontal, c'est solidaire, c'est enthousiaste, c'est puissant, c'est une cordée. On a les alumni des grandes écoles, on a donc les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés, etc. Et donc, en tout cas, ce qu'on se dit, nous, dans notre microcosme à nous, c'est qu'on a une énergie qu'on puise considérablement dans ce mouvement. Et je pense que la même chose existe ailleurs, dans vos univers, mais connectons-les parce que je pense que c'est le moment. Excusez-moi. Et ça passera peut-être aussi par une régulation, comme on le disait quand même, une régulation des réseaux sociaux, parce qu'il circule énormément de choses. Et donc là, ça dépend aussi du politique et de la volonté politique de réguler ce qui influe énormément sur la société aujourd'hui et du coup sur les mentalités et les perceptions. Et on revient au pouvoir. Et on revient pour vous. On prend la dernière question, mais je rassure tous ceux qui veulent poser des questions, parce qu'on va être très très juste et on va nous sortir de la salle. Nous vous proposons ensuite de continuer la discussion dans le café qui est juste à côté pour ceux et celles qui souhaiteraient. Et on sera tous ensemble pour continuer la discussion. Donc, je prends une question. Le comptoir des Saints-Pères, c'est ça? Alors, ça s'appelle le comptoir des Saints-Pères. Ah, C'est juste au croisement de la rue de l'Université des Saints-Pères, mais on y va tous ensemble. Je vois un homme. Dans cette recherche de l'équilibre. Tout à l'heure, M. Badré, vous avez dit à propos des quotas qu'il faudra peut-être en maintenir pour protéger les hommes. Et ce que je pense, c'est qu'il faut réfléchir à toutes les politiques pour promouvoir des femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est la priorité, en n'oubliant pas que l'objectif, c'est l'égalité. Et des quotas pour favoriser la féminisation dans des tas de lieux de pouvoir, c'est important, mais on peut les penser pour qu'ils protègent les hommes mécaniquement. 50-50 ou 40-60, 60-40, ça protège aussi les hommes. Je crois que si on pense comme ça, il faut aller jusqu'au bout. Il y a aujourd'hui, par exemple en France, des tas de professions qui se féminisent. Alors très souvent, le discours dominant, c'est de dire « Ah, si ça se féminise, c'est parce que c'est des professions qui sont moins bien vues, qui sont méprisées, etc. » Je crois que
c'est tout à fait faux. Je cite 3 professions de genre, pas nécessairement dans la fonction publique, qui se féminisent beaucoup et qui, pour moi, dans une société, sont extrêmement importantes. L'éducation, il y a de plus en plus de femmes. La justice, il y a de plus en plus de femmes. La médecine, il y a de plus en plus de femmes. Personne ne me dira que ces métiers, y compris pour ce qui est des les médecins spécialistes, sont des métiers qui se dévalorisent et qui ne sont pas utiles à la société. Et donc, quand je dis qu'il faut penser nos politiques de façon à ce que l'objectif soit l'égalité, il faut le penser tout de suite. Et peut-être faut-il penser à quelque chose pour les 3 professions dont je viens de parler. Il faut peut-être aller au-delà. Moi, j'ai eu des enfants, garçons comme filles. Je souhaitais pour eux le meilleur. Quand on regarde ce qui se passe au niveau des études, c'est une des chances pour l'égalité des femmes. Les femmes réussissent beaucoup mieux dès le bac. Puis, ça continue. Est-ce que si ça continue longtemps comme ça ne finira pas par poser un problème d'égalité homme-femme? Et si on réfléchit comme ça, je pense qu'on peut avoir comme allié plus d'hommes. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que Bertrand? Non, mais en tout cas, c'est amusant que mon épouse s'est soulignée parce que j'ai une mère qui était enseignante, qui était très engagée sur la question des femmes et qui maintenant, plus âgée, me dit, mais en fait, effectivement, elle me cite l'éducation, justice et en disant c'est un problème aussi. Enfin, il faut de la mixité partout. Il ne faut pas qu'il y ait ces professions qui soient masculines ou féminines, etc. Donc, c'est un débat de la table de famille depuis 10 ans et qui est un vrai débat. Enfin, et je me souviens, si je peux me permettre cette anecdote, maintenant il y a prescription. J'étais directeur financier du Crédit Agricole. Et pendant la crise financière de 2007-2011, qui était très dure pour le Crédit Agricole comme pour toutes les banques, et tous les mois, je devais aller présenter la situation, ou tous les trimestres, la situation à la Fédération du Crédit Agricole, où il y avait les 39 présidents et les 39 directeurs généraux de caisses régionales. Et j'avais dit, et c'était toujours un moment très intense et pas agréable, c'était très dur, c'était vraiment un truc. Et à l'époque, dans les 78 personnes, plus la dizaine de transversaux, il devait y avoir 2 ou 3 femmes. Vous imaginez un amphithéâtre beaucoup plus raide que celui-là, j'étais là, et vous avez dit que les mecs, c'était celui-là. Et j'avais dit une fois, pour moi, une des clés pour l'affirmation de la puissance de ce groupe, ce sera d'avoir une vraie mixité à ce niveau-là. Bon, et alors depuis, j'ai compris qu'ils avaient bien évolué. Il y a de plus en plus de femmes directrices générales de caisse régionale. Et donc, je crois qu'au-delà de l'égalité, pour moi, la clé, c'est la mixité. Et au-delà, la diversité. Pour moi, si on n'est pas capable de gérer, de faire émerger une vraie diversité homme-femme, une vraie mixité homme-femme, on n'arrivera pas à les autres aspects de la diversité. Et pour moi, c'est fondamental. C'est vraiment, encore une fois, je reviens à ce que je disais au début, on a des défis considérables. On a des jeunes qui nous renvoient des messages sur, attendez, parce qu'on se disait en arrivant, moi je reviens ici, j'ai été étudiant comme ma voisine, quand on avait 20 ans, on avait la chute du mur de Berlin, enfin, c'était juste extraordinaire. Et là, on enquille le Covid, la guerre en Ukraine, le Moyen-Orient, enfin, c'est pas du tout la même expérience de vie. Donc, il y a des défis considérables, et ces défis, c'est pas le même petit groupe de décideurs qui va faire face. Point barre. C'est aussi simple que ça. Ça passe par hommes et femmes, et ça va bien au-delà. Et donc, cette question de mixité dans le pouvoir, pour moi, c'est une question de vie ou de mort pour notre espèce sur cette planète. Enfin, vraiment, je ne veux pas paraître grandiloquent, etc. Mais c'est vraiment le combat, il est lié à tous les autres combats que j'ai mentionnés.
Si je peux pour vous rassurer, en fait, les quotas ne sont pas des quotas de femmes hein. Dans la loi, ce sont des quotas pour le sexe sous-représenté. Et donc, il y a effectivement les deux digues dont Bertrand parlait tout à l'heure, une digue à gauche, une digue à droite, c'est 40% d'un côté, 62% de l'autre. Mais il n'y a jamais le mot femme ou homme dans les textes, bien entendu. Donc, c'est une garantie qu'il y ait effectivement une mixité minimale dans les différentes organisations de travail, en tout cas dans le niveau de responsabilité supérieure. Juste un mot sur ce que vous utilisez à l'instant, sur l'importance absolue d'avoir cette mixité pour relever l'ensemble des défis internationaux. Ça, c'est dans le langage quand même du secrétaire général de l'ONU depuis un certain nombre d'années. Alors, il y a évidemment toutes les résolutions, mais lui-même, depuis 3, 4, 5 ans, je ne sais pas si vous regardez ses discours dans le détail, il a plusieurs fois pointé explicitement le partage du pouvoir entre les femmes et les hommes et en quoi ce partage de la décision, cette mixité à tous les étages, va nous permettre de surmonter les crises climatiques, sanitaires, politiques, sécuritaires, etc., sans quoi on n'y arrivera pas. Et ce qui est dommage, c'est que ce verbatim, ces mots-là, ce langage-là, reste encore au niveau des organisations internationales et n'imprègne pas suffisamment, je trouve, les niveaux politiques nationaux. Mais en même temps, c'est le reflet du monde tel. Enfin, la conversation qu'on a ici, on ne pourrait pas l'avoir en Chine et en Russie, pour faire très court, qui sont demande du Conseil de sécurité des Nations Unies. Regardez l'Assemblée nationale chinoise, regardez le bureau politique chinois, regardez l'entourage de Poutine. Enfin, je veux dire, appelons un chat un chat. C'est très très compliqué. Enfin, ces organisations, elles ne sont pas hors sol. Elles sont dans un monde, effectivement, il y a une partie très importante de la planète qui n'écoute pas ce dont on parle ce soir. Et qui d'ailleurs considère que notre discours est une preuve de décadence. Enfin, on est jusqu'au bout des choses. Et donc, c'est difficile. On est précisément à un moment où on a des défis planétaires considérables, au moment où la planète se désagrège. C'est prédit aussi. Oui, bien sûr. Et avec un discours guerrier qui est associé à ce dont on parlait tout à l'heure. On ne va pas se raconter d'histoire. Mais vous êtes optimiste. Oui, mais je suis entrepreneur, je suis optimiste, j'investis dans des pays où je vois les choses. Enfin, moi, encore une fois, je suis frappé de l'enthousiasme des gens dans les pays dans lesquels je vis. C'est extraordinaire. J'étais en Côte d'Ivoire, le métier du gouvernement, c'est des femmes, et elles sont super, elles viennent me voir, elles me disent on va faire ça, on va faire ça. Enfin, il n'y avait pas de sujet. Enfin, c'est aussi la question de se dire une femme uniquement, on a un profil porté par une femme, un profil porté par un homme, parce que c'est pas on va recruter des femmes parce que c'est une femme. Et justement, si je peux me permettre très rapidement, c'est que aujourd'hui, on a. Vous avez mentionné que la loi. Appuyez sur le bouton, j'ai vu que je l'efface la manip. Il y a un petit bouton rouge en dessous, il faut appuyer fortement dessus et vous avez un. Merci. Ça marche maintenant? Non. Vous avez mentionné, donc moi je travaille chez PNP Paribas, mais vraiment pas sur la partie IT, donc effectivement au niveau du masculin. Je suis engagée sur tous ces sujets. Est-ce que vous avez mentionné qu'aujourd'hui la loi impose des quotas au niveau conseil d'administration, conseil de surveillance, mais qu'il faut qu'il y ait des incubateurs de profil féminin pour que quand elle arrive à ce niveau, elle soit préparée, parce que ce n'est pas la question juste on va recruter une femme parce que c'est une femme. Et donc, vous dites aujourd'hui, les CAC 40 se précipitent un peu. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que dans cette précipitation, on se dit, ben voilà, on va recruter, entre guillemets, des femmes au niveau plus bas, et qu'au moment où ces femmes ne sont pas préparées, on va les mettre, on va les exposer, on va se dire, ben voilà, on a fait l'expérience, et qu'elles ne sont pas préparées. Et l'autre question que je vous poserai aussi, le modèle de leadership. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez mentionné, il y a beaucoup de femmes qui n'adhèrent pas à ce modèle de leadership, et même s'ils ont l'expérience, les compétences, au moment où elles arrivent, elles sont prêtes à ce type de poste, elles ne souhaitent pas intégrer ce type de milieu, de comportement, de modèle de leadership. Alors, je vais répondre rapidement, et puis vous pourrez donner votre avis également. D'abord, ce n'est pas toutes les entreprises du CAC 40 qui se précipitent pour féminiser leurs effectifs. Hein. Il y en a quelques-unes qui veulent même devancer les résultats, mais ce n'est pas encore toutes les entreprises du CAC 40.
Les entreprises ont réfléchi à ce genre de choses et bien évidemment, il ne s'agit pas de nommer des femmes non compétentes ou pas suffisamment prêtes. Euh, il y en a beaucoup qui décident de former ces femmes et pour les armer justement, pour les accompagner par tout un tas d'outils qui existent aujourd'hui pour accompagner ces femmes, pour éviter qu'elles se cassent la figure et que les hommes ou certaines personnes mal intentionnées puissent dire, ah ben vous voyez, c'est une femme, vous avez bien dit, si vous en mettez trop, ça va être compliqué pour la gouvernance. Donc aujourd'hui, quand même, en tout cas de ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas une volonté de dégrader la qualité des managers ou des leaders ou des femmes qui montent. Et il y a de plus en plus de pépinières pour ces femmes. Et je voudrais rajouter quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose de vraiment important. C'est la mixité, y compris dans les parcours pour accompagner ces femmes. Il ne s'agit pas non plus d'accompagner les femmes toutes seules, mais de proposer des parcours d'accompagnement, de formation des talents, des leaders de demain, femmes et hommes ensemble. Et d'ailleurs, les entreprises, maintenant, de plus en plus, souhaitent cette mixité pour éviter de ghettoiser ou de genre rétro ces questions. Mais oui, ils prennent en compte la question des femmes. Et en fait, c'est ce que dit Muriel Pénicaud, elle le dit souvent, une femme, pour prendre un poste aujourd'hui, on considère qu'il faut qu'elle se sente à peu près à 150% compétente. Un homme, la plupart du temps, aura moins besoin de se sentir très compétent. Donc les femmes qui acceptent aussi ces postes-là, généralement, elles sont armées. Et donc, alors il peut y avoir des exceptions, bien sûr, mais quand même des femmes compétentes. Et c'est ce que dit aussi Isabelle Cocher. Elle dit, mais moi j'ai été fatiguée au bout d'un moment, quand chaque fois que je voulais promouvoir une femme, et il y avait souvent un homme qui posait la question, mais est-ce qu'elle va être vraiment compétente? Est-ce que tu penses que c'est pour elle, hein, c'est vraiment pour elle, pour pas qu'elle se plante? Est-ce que tu crois pas qu'il faut qu'on attende un peu? Et elle disait, non, moi si je l'ai choisie, c'est parce que je pense qu'elle est compétente et on va lui faire confiance. Et on va l'accompagner. Donc, parce que sinon, ça peut être aussi un peu l'argument, on peut l'entendre aussi beaucoup, de se dire, est-ce qu'elles vont être vraiment compétentes? Oui, on va se dire qu'elles sont compétentes, surtout parce que beaucoup de femmes, alors ça, c'est pas un stéréotype, mais parfois manquent d'assurance, et donc elles vont prendre toutes les précautions. Alors, deuxième chose, il y a aussi tous les hommes qui n'ont pas envie d'être à la tête des entreprises, qui n'ont pas envie d'être directeurs, forcément. Et alors là, il y en a beaucoup aussi. Et notamment dans certains milieux sociaux, et j'en connais qui ont fait des grandes écoles, ça, et qui disent, mais moi j'ai la pression de mes enfants qui me disent, oh, mais papa, t'es un homme, donc il faut que ce soit écrit directeur, il faut que tu aies une position importante dans l'entreprise, ça fait une partie aussi des stéréotypes. Et on peut rêver dans le monde aussi où un homme qui a envie d'être un super expert, mais qui ne soit pas forcément un grand leader ou un grand directeur, et cette liberté de pouvoir se sentir à la fois homme, mais pas forcément à manager des grandes équipes et des grandes entités dans les entreprises. Parce que la pression, elle est aussi de ce côté-là, et c'est aussi la pression des stéréotypes. Juste avant de... Tu pourras répondre à la question, et j'en profite parce que je vois l'heure tourner. Est-ce que je peux vous demander en un quart de seconde, ensuite tu lui réponds à la question et après de vous donner 3 mots positifs chacun pour la fin. Justement. Ce qui va se passer, ce qu'on pourra faire, etc. Merci. Et juste un exemple, je pense à Mercedes Serra, qui a toujours mis en avant, donc j'imagine que vous connaissez, qui a toujours mis en avant le rôle exemplaire et essentiel qu'a joué son mari pour qu'elle arrive à atteindre les postes qu'elle a occupés, qu'elle continue à occuper, même d'une façon un peu plus détachée. Donc voilà, il y avait un exemple, puisque ça date le début de sa carrière date d'il y a maintenant 40 ou 50 ans, et elle l'a toujours mis en avant, et son mari d'ailleurs l'a toujours accepté. Oui, rapidement, pour répondre sur la question de la compétence des femmes, il y a des études qui montrent aujourd'hui que la féminisation des conseils d'administration suite à la loi Copé-Zimmermann ont professionnalisé et renforcé la qualité du travail dans les conseils d'administration. Précisément parce que les femmes ont ce travers qu'il faut qu'elles arrivent à 150% de leur capacité sur un poste. Et donc, la plupart de ces femmes qui sont en fait des femmes Copé-Zimmermann dans les conseils d'administration, les femmes quotas, eh bien, on s'aperçoit que non seulement le niveau général, le niveau de ces femmes était vraiment supérieur à beaucoup d'hommes, mais surtout, ça a entraîné les hommes à se professionnaliser aussi. Donc, il y a eu quelque chose de vertueux précisément pour renforcer les compétences des hommes dans ces conseils d'administration. Donc, il y a des études là-dessus qui
qui sont sortis. Et puis concernant le fait qu'on ne trouve pas de femmes, alors moi je vous rappellerai ce que faisait notre ministre des Finances, Christine Lagarde, très souvent, hein, qui avait des CV qui n'en pouvaient plus d'entendre parler du fait qu'on ne trouve pas de femmes compétentes ici ou là, et donc il disait qu'elle avait une série de CV dans son sac à main à chaque fois que quelqu'un posait la question, elle sortait un CV. Et dans les réseaux professionnels de femmes en France, on a 500 000 femmes hein, dans les réseaux professionnels. Et donc, on s'est dit, mais c'est pas possible, on est toutes des femmes compétentes à tous les niveaux. En général, on est numéro 2 et on passe du temps avant d'être numéro 1, mais le numéro 2, en général, il connaît quand même assez bien son métier. Et donc, précisément, on est en train de constituer une base talent. Donc des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés, des femmes qui vont dans les commerces et les colliers pour dire écoutez, vous avez un problème, eh bien venez voir chez nous, donc c'est gratuit en plus, et vous trouverez absolument toutes les femmes compétentes que vous voulez. Donc aujourd'hui, si on veut vraiment répondre à la loi Rixin, on peut trouver des femmes si on se donne un petit peu les moyens de les chercher. Et là, il va falloir que nous levions encore. Vous avez la possibilité d'acheter l'ouvrage de Fabienne Amélie Michaille. Et je suis là 5 minutes et Bertrand va...